tous et bienvenue dans Let's Go, votre émission préférée sur la mobilité. Aujourd'hui, effectif pas réduit, juste un retard du côté de Franck. Franck, qui va nous rejoindre. qu'est-ce que t'es en train de branler? Il arrive à ma gauche. Maxildan et sa chemise légendaire. Comment il va? Eh ben écoute, ça va. Ah, oh, il est beau! Regardez ça comme il est beau là! Attends, incroyable! Non, mais alors attendez, zoomez-moi sur ce t-shirt. Regardez-moi ça! ce crusty-land. Il est pas dans le champ. Attends, il y a Il rien est qui beau, va là. hein. Dès que Attends, ça je sais pas, marche, je suis On va censé faire ça bien, m'asseoir on où, va faire moi ça bien. Hop. Non mais ils ont fermé. Tout va bien. Regarde, Le ils vont parking nous de cadrer. Webedia était fermé pour test. Ah, J'étais c'est vrai. devant la porte et j'ai dû attendre 3 minutes qu'ils viennent ouvrir. Ah oui, 3 minutes, ça reste à la frame. Ils sont en train de répondre. Non, Ils c'est sont pas en vrai. train de mettre une double porte, j'imagine, pour éviter. Pour éviter les copains. Voilà. Ah oui, d'accord, effectivement. Donc Ah ouais, on est Franck obligé de d'abord. mettre la garde, Franck, la qui garde nous infinie rejoint. maintenant. Et Franck, ça fait un bail. Mais ça fait un bail et en plus je suis du mauvais côté de la table, c'est très bizarre. C'est T'es du bon étrange. côté, t'es du C'est bon un- côté. Oui, non. Moi, je dis pas oui. mauvais pour toi, hein, mais Non, mais j'ai c'est bien juste que, compris, c'est que tu n'as pas l'habitude. l'habitude. Ouais, bien sûr. Voilà, Vous êtes ça trop fait à très bizarre. gauche pour des gens Com- de droite, c'est ça que vous êtes en train de dire. On commence cette émission directement dans le vif du sujet. Ça me fait très plaisir de t'accueillir à nouveau sur ce plateau. À ta droite, du coup, Maxildan. C'est Comment il magnifique, va hein. Franchement, j'en reviens pas. Cette petite veste et tout, le petit foulard, on est au maximum, c'est incroyable. Tout va bien, on va parler de plein de trucs, et on va notamment parler de leasing. Ça fait un moment que Oui, je voulais un petit peu votre avis sur la question. On va revenir un petit peu sur ça et puis pouvoir en parler justement avec ceux qui nous regardent, de dire est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est fait pour vous ou pas, parce que c'est pas fait pour tout le monde. J'en viens du Faut leasing, expliquer hein, ça. je pourrais t'en parler. Je suis dedans. Par contre, Alors, on a un j'avoue. plateau très fashion week. Au niveau, quoi, là au niveau des looks, il se passe un truc. Hein, On est sur les quelque chose copains. et on y reviendra peut-être plus tard dans cette émission. Il y a un point vogue qui va fashion. être voilà, qui va Non, mais être les sables abordé. du Sahara sont parmi nous, il faut sortir couvert, bien entendu. Tu le ressens toi en tant que En tant qu'asthmatique, pédaleur oui, fou de ouf. et en tant qu'asthmatique. Ah oui, oui. Pardon. Je suis en full crise d'asthme. Comment ça, les sables du Sahara? T'as pas vu, pas vu le tweet train orange, les sables du Sahara qui nous envahissent? Il y a des grands vents qui balayent le sable du Sahara jusque dans la France. Les Pyrénées sont recouverts de sable actuellement. Ah, mais- Et même à Montargis, J'irai a retrouvé sa voiture couverte de sable ce matin. C'est donc pour ça la photo de la Où la voiture de photo Gigi, ok. Tu trolles. Les amis. Ah Je non, ne troll non, pas. non. Bah, j'ai mis des photos dans le runner, vous allez voir. Attends, moi j'ai vu la voiture de Gigi, j'étais en mode ok, il a roulé trop près d'un camion quoi. Non, Ah non, on est dans l'actu là. C'est On la est dans poussière, l'actu les chaude. Alors là, moi je débarque. Ok. Si c'est vrai, je débarque. Les grave. plus sablonneuses. c'est vrai. Non. Ah non, Je non, te c'est un jure vrai que c'est truc. vrai, c'est pas la première fois. Je vais c'est un aller, vrai je suis truc. désolé. Mais regarde les gens, il y a T'es tellement un touilleur, Ken, que faut C'est que vrai j'aille que plus vérifier. personne me croit. Regarde le ciel ce matin. Non, c'est vrai. Regarde. C'est Tu pour vois ça qu'on est un Le peu ciel, dans il est un... rouge. C'est un Rouge filtre sable. Instagram. On est dans une ambiance dune là. Oh là là, oh là là. Trop bien. Je veux devenir Alors, Timothée non. Chalamet. Trop bien vite fait parce que j'imagine qu'il y aura des conséquences. Des conséquences. Oui, mais c'est pas la première fois que ça arrive, hein, les gens. Oui. Hein. Mais ouais, voilà, tiens, tu vois, ça c'est la bagnole, une bagnole que tu peux retrouver. Ah bah, je suis arrivé, j'ai pris la bagnole de Géria en photo sous toutes les coutures. Parce qu'au moment où j'arrive, elle est dans un état, je me suis dit, qu'est-ce que t'as Les branlé? sables du Sahara. Bah ouais. Et j'ai jamais été aussi content d'avoir un garage. Ah putain! Et ouais, C'est il a ouf, dû hein. prendre la pluie, Et le attends, sable, pourtant, la totale, rien quoi. qu'en roulant, elle est déjà un petit peu dégueu la mienne. Donc, oh merde là, gardez votre sable, c'est chiant. Ah bah ils y peuvent rien. Hein, Bah, je me doute bien, l'enfer. Non pas qu'ils en ont pas assez, mais bon. Ça arrive tous les combien ça du coup? Je sais pas si c'est cyclique. Hein. Non, c'est pas vraiment cyclique, mais j'ai déjà entendu parler. J'ai déjà vu le problème. C'est pas tous les 2 ans quoi. C'est quand même un Non, peu c'est pas- exceptionnel. C'est pas tous les 2 ans, mais c'est là. Et du coup, les carrossiers se frottent les mains. J'imagine Ouais, qu'il va y le avoir sable. des. Le sable, ça fait énormément de dégâts aux voitures. Je crois T'imagines les peintures là qui changent de couleur, comme on Ouais. a vu sur les de PM. ouf. Je crois que le sable, le sel, c'est des accélérateurs de rouille, il me semble, des Ouais. catalyseurs de rouille sur les autos. C'est horrible, ça fait des dégâts affreux. Chasse de pigeons aussi, c'est catastrophique. Il y a. Attendez. Ouais, il y a un retour bizarre là. On vous Dans le entend. retour, on entend, je sais pas qui, mais on entend tout la terre Je entière. pense qu'on entend juste la régie. T'en fais pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, les chasses de pigeons, un enfer aussi. Parce que, ça, en fait, si tu n'enlèves pas tout de suite, ça s'incruste Ah oui. de fou. Et ça pour fait, l'enlever, ça fait une crevasse c'est après. catastrophique. Après, Crevasse ça, carrément. bah, ça te Tu laisse des laisses traces. longtemps, en fait. ça arrache une couche du vernis. En fait, c'est genre, c'est acide. Ouais.
Et du coup, ça abîme vraiment la caisse. Donc quand vous vous faites chier dessus par les pigeons, n'attendez pas pour la nettoyer. C'est pour ça, regarde Marie. Outfit Magnifique. anti-chiasse de pigeon. Eh ben, écoute, ça me. Et sachez que la bave de régale. chien aussi, puisque vous savez, quand vous avez un chien à l'arrière de votre voiture, vous pouvez ouvrir la vitre arrière pour qu'il puisse faire Eh oui, comme ça. Voilà. Sauf qu'en fait, quand tu fais ça, la bah, bave, c'est cool. souvent tu vas un peu vite, tu vois. Du coup, il se Là. pose la tête sur le bord de la fenêtre et là, et en fait, la bave, elle coule. Et ça reste là un peu sur le bord. Alors après, avec les saletés, ça vient se coller un petit peu. Donc tu as des mélanges de poils, de sable, de machin, de bave et tout. Dégoûte. Puis moi, j'étais en mode, bon, bah, on s'en bat les couilles. Quand je laverai la caisse, j'enlèverai tout. Bah, en fait, pareil, ça doit être un peu acide. Et en gros, j'ai pas pu tout enlever. Genre, il reste une trace et bave. c'est inenlevable. Bah, tu nous diras ce que ça fera au niveau du leasing, puisque évidemment, il va falloir rendre des comptes à un moment donné. C'est ça. J'ai peur. Est-ce qu'il y a une case, Je la tremble. bave de mon chien? Bah, il y a une case. Petit coup de feutre noir et. Ah bon, Ça marche pas carrément, comme ça, hein, je peux t'assurer. On carrément, va trouver carrément. des solutions. Très bien. Eh bien, écoutez, dans cette émission, on va avoir quand même pas mal de choses. J'ai fait des news qui ne tournent essentiellement qu'autour de la Formule 1. Ah, Voilà. ça Bah, revient si t'aimes fort. ça, régale-toi. Ça revient fort, ça revient très vite là avec le premier Grand Prix qui aura lieu à Abu Dhabi. J'avais envie de vous faire un petit point. C'est parti, on démarre tout de suite avec ce que les nouvelles voitures vont changer, puisque vous n'êtes pas sans savoir que cette nouvelle saison va accueillir des nouveaux châssis. Qu'est-ce que ça va concrètement changer? Bon, de base, il n'y a pas énormément de dépassements sur certains circuits. Ça, vous le savez. Ouais. Oui, Là, comme ça, on pense à Monaco, par exemple, d'accord? par exemple. Monaco, c'est impossible. C'est possible, mais c'est en fait. C'est genre, il y a 2 endroits sur tout le circuit et terminé. Quoi. Puis Même c'est pas. quand même beaucoup de risques pour les pilotes Mais bien sûr. de dépasser. C'est pas alors pour le spectacle, ce serait génial que ça dépasse à tous les virages. Il y a des circuits où tu as quand même 14 virages. Donc oui, pour le spectacle, ce serait bien. Mais du coup, il y a une vidéo qui est sortie sur Le Monde, qui a été faite et qui est très bien faite et qui vous explique un petit peu le principe d'utiliser l'air. Bon, alors comme ça, vous vous dites, L'aspiration, bon, quoi. voilà, par exemple, d'être dans l'aspiration, d'utiliser l'air, qu'est-ce que ça implique en ligne droite, mais surtout dans les virages, pourquoi c'est dangereux. Donc ils expliquent que du coup, l'air rentre par l'avant de la Formule 1, qui a donc bien une gueule de Formule 1, puisqu'ils font la comparaison avec une voiture de ville normale. Donc ils expliquent que du coup, il y a l'air qui passe au-dessus, qui est la surpression, et l'air qui passe en dessous, qui est la dépression, et que ça crée du coup une espèce d'aspiration qui colle la voiture sur le sol. Yes. La déportance, ok. Donc dans cette vidéo, on a Esteban Ocon qui explique que, à cette vitesse, C'était lui là? oui, voilà, c'est pour ça C'est que je lui. vous explique le contexte de pourquoi à un moment on voit une Renault Mégane. Et donc du coup, Ocon explique que dans un tunnel, à cette vitesse, une F1 pourrait très bien accrocher au plafond, avec justement. Ah ouais, oui. Comme dans Men in Black. Juste avec l'effet de portance. Exactement. Oui, faudrait réussir à la lancer à cette vitesse-là et à la retourner, Voilà. mais ouais. Mais Comme dans Roll Cage, tu vois, Ouais. hop là. Mais De que ouf, techniquement, de ouf. ce serait possible. Par Oui, contre, c'est bien. quand vous êtes derrière un concurrent, il y a ce qu'on appelle le dirty air, l'air sale, qui du coup est recraché par la voiture, Par la voiture. et qui crée un espèce de vortex qui fait que vous, quand vous êtes juste derrière la voiture, vous commencez à perdre, Ouais, à perdre justement de l'adhérence. de l'adhérence Tout à et de la déportance jusqu'à 46% quand même. Ah, quand C'est même. énorme, c'est énorme. Ce que les nouvelles voitures, les nouveaux châssis proposent cette année, donc au moyen de changements qui sont à l'œil nu presque imperceptibles, mais qui sont quand même très conséquents, vont baisser justement cette perte de déportance à 18%, Ok. entre les 46 prévus. Oui. Donc on va être drastiquement sur quelque chose de différent et on attend forcément plus de dépassements, plus de spectacles. Tu as un meilleur contrôle de la voiture sur l'effet d'aspiration, plus tu as toujours, t'as toujours comment l'effet, le rattrapage là, Ouais. possible en F1, tu sais, quand tu es près de la voiture au bout Ah, d'un quand moment. ils activent un truc là, Ouais. j'ai oublié le nom, genre comment, le DSR ou Le DRS. DRS. Voilà, c'est ça. Qui Effectivement. est activé. Donc,
Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que d'habitude, quand ils sont au cul d'une voiture et qu'ils ont l'aspi, par contre, ils contrôlent rien. C'est-à-dire que t'as de l'aspi, mais... Et ils prennent de la Il va vitesse. plus vite, moins mais... de contrôle de la voiture. Il faut savoir qu'il y a Ouais. des voitures qui aiment pas du tout rouler à basse vitesse des F1. Toi, tu as des F1, tu les retrouves sur des circuits où ça va très vite avec des courbes rapides et tout. Elles sont super à l'aise d'après leur châssis, leur aérodynamique. Mais tu les mets sur Monaco où c'est globalement de la basse vitesse. Bah, la voiture a pas assez justement de portance au sol pour avoir une bonne adhérence et pour éviter les sous-virages et pour éviter les machins. Et il y a des voitures qui sont très bonnes sur certains circuits, mais moins bonnes sur d'autres à cause justement de ces problèmes et de ces phénomènes-là. Donc c'est à voir. Normalement, les nouveaux châssis sont censés un peu uniformiser tout ça pour rendre l'aérodynamique globalement, entre guillemets, plus simple qu'il ne l'était avant. Ce qu'on voit là, c'est par exemple le plancher du châssis qui avant était plat. Là, il va être quand même courbé, ce qui va améliorer justement cette perte de Gillette déportance. Max 5 là, avec de plus en plus de lames de rasoir. Mais honnêtement, la vidéo est très très bien faite. Pas mal d'animations 3D, des rencontres exclusives avec Esteban Ocon et Fernando Alonso, donc de l'écurie Alpine. Tout est hyper bien détaillé. Si vous êtes curieux de savoir un petit peu l'impact et l'utilisation de l'air, parce qu'il suffit pas d'avoir un bon moteur, un bon pilote, il y a aussi la bonne utilisation de l'air. Et ben n'hésitez pas, c'est un article du Monde qui s'intitule Formule 1, pourquoi les voitures de course se dépassent si rarement et pourquoi cette saison va tout changer. On passe à la prochaine news. Il s'agit d'un petit constat de la relation entre Toto Wolff et Christian Horner. Et ben sachez que la relation n'est toujours pas au beau fixe puisque Horner a déclaré en vrai, je pense qu'ils s'aiment bien. Mais dans les médias, ils aiment bien se lancer des petits trucs. Et là, il a dit... Je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense qu'ils s'aiment bien quand même. Ils se respectent en tout cas. Ouais. J'aime à croire qu'ils se respectent. Ouais. C'est le business, c'est les businessmaniens quand même. Eh bien, écoute, Horner a déclaré « Je ne dirige pas mon équipe depuis un paradis fiscal comme Wolff. Moi, je suis dans l'usine, mon planning est plein. Je suis au four et au moulin, au plus près de mes équipes, pas comme certains qui se réfugient à Monaco pour des raisons fiscales. » La pète un peu. C'est vrai qu'il est à Monaco. Donc voilà, je trouvais ça un petit peu dur, mais il continue en disant j'ai grandi dans ce sport, j'étais un pilote de course qui s'est tourné vers la gestion d'une équipe, je suis un coureur dans l'âme. Toto, c'est quelqu'un plutôt d'une formation financière, qui est dans les chiffres, qui est très motivé par ce que disent les bilans. Donc les résultats dictent cette performance. Voilà. D'accord, mais justement, Faudra un mélange des deux. on te trompe pas de métier. Il y en a qui sont pilotes, il y en a qui sont gestionnaires. Il dit Quel est le problème ? simplement, Ouais, c'est ça, ouais. partage-t-il Chacun la son même taf. passion qu'un compétiteur comme moi ou d'autres ? Je n'en ai aucune idée. Sera-t-il ici dans 10 ans ? Aura-t-il encaissé ses dividendes ? Sera-t-il sur son super yacht ? J'en ai aucune idée, mais je penche plutôt sur la deuxième option. Ouais. Le missile, là, ouais. Ah, voilà. Tu penses que Il attaque la jugulaire. Ah, il là, va pas compter les billets. Oui, Il à habite, d'autres. je crois qu'il habite gros, Oxfordshire. Il a une bête de baraque avec une propriété J'avoue, gigantesque. il veut quoi ? Il veut qu'on aille pleurer sur sa bagnole qui doit coûter plus de zéro que toutes les autres réunies. Puis déjà, il est marié à Bon, Jerry peut-être Halliwell. toi, t'en ça, as un c'est paquet, déjà un truc de fou. Donc voilà, bon, c'était des nouvelles de la relation qui C'est vrai n'est qu'il pas... On dirait le mec, il est en plein milieu du front ukrainien. Là. Oui. Il veut qu'on pleure ou... Ouais, alors que non, il est bien, hein, il a des chevaux, il ça a va, des tranquille, champs, hein. il a un hélico qui vient le chercher pour l'amener à l'usine, donc il est bien. On continue avec Sir Lewis Hamilton Larbalestier, puisqu'il a changé, enfin il n'a pas vraiment changé de nom, il a pris le nom de sa mère, le nom de jeune fille qui est donc Carmen Larbalestière. Aujourd'hui, elle s'appelle Carmen... Ils ont des noms de... Je peux pas t'aider. C'est on pas dirait Electra, série. je connais que celle-là. Donc, Non, alors non. les os. Elle a un nom, ça fait très série Netflix, quoi. Mais du coup, un Sir Lewis Hamilton plutôt peu confiant, mais assez honnête. quoi un nom, comme c'est Il il est a- peu confiant cette année. Franchement, il a déclaré qu'il était préoccupé par le retard, selon lui, de Mercedes sur Ouais. ses concurrents, Carrément. à travers notamment ce tweet de Formula One, qui reprend ses propos où il dit « Pour l'instant, eh bien, je ne crois pas
que nous allons nous positionner pour des victoires. En tout cas, pour les premiers Grands Prix, pardon. Je sais pas si vous suivez le compte F1 Troll là, qui a repris toutes ses déclarations avant chaque saison. Il dit tout le temps ça en fait. Ça fait genre 8 ans qu'il dit la même chose, qu'il dit ouais non la caisse elle est pas prête et tout. Et puis après, ils arrivent et ils tapent un grand coup. Ouais, mais en tout cas, Bottas, il a jamais une caisse prête. En tout cas, la semaine prochaine, c'est la reprise de la saison régulière avec le premier Grand Prix de la saison, du coup, qui aura lieu à Bahreïn. Il dit qu'il aura une bien meilleure connaissance de son rythme, que pour l'instant d'autres écuries surprendront peut-être. Et c'est pas eux qui étaient en tête des essais, essais préliminaires. Hein. C'était totalement pas eux. C'est Sainz et c'est les Ferrari. Et Leclerc qui ont. C'est les Ferrari qui ont fait les meilleurs temps, mais les cartes sont quand même un peu redistribuées cette année. Après, c'est que le début de l'année. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte aussi dans les essais. Comme je dis, le circuit impacte beaucoup des réglages de chaque écurie. Donc, on verra. Mais oui, cette année, les cartes sont quand même un peu redistribuées. Complètement. Faut le dire. Et c'est pas forcément ceux qui dominaient sur les années précédentes qui vont dominer directement cette année. Après, voilà, le truc des grandes écuries, c'est qu'elles ont beaucoup de pognon et que du coup, ça peut aller très très vite pour rattraper le retard. En général. Donc, il déclare effectivement, comme tu dis, on n'est pas les plus rapides à cet instant précis. Je pense que Ferrari semble les plus rapides, Red Bull également, et peut-être nous ou McLaren, donc nous Mercedes. Je ne sais pas, mais nous ne sommes pas actuellement en haut de la grille. Et dans cette dynamique, Lando Norris a déclaré qu'il pense que, de la même manière que Hamilton, finalement, McLaren ne se mêlera pas dans le peloton de victoire à Bahreïn, mais il pense que Haas pourrait créer la surprise. Eux, ils ont tout focus sur cette nouvelle saison. C'est-à-dire qu'ils ont littéralement abandonné toute la saison dernière pour focus sur la nouvelle voiture, et c'était ça leur objectif, machin. Maintenant, Haas, je sais pas dans quelle situation ils sont, parce que leur sponsor, du coup, n'est plus là, puisque c'était un sponsor russe. Exactement, que Mazepin ne fait plus partie du peloton des pilotes non plus. Donc, ouais, ça se trouve, le moment où ils ont la bagnole, les sponsors se barrent, ils ne pourront plus payer personne, ils finiront sûrement pas la saison. On sait pas. En tout cas, la saison 5 de Drive to Survive a été signée, lancée en prod, donc on aura un peu plus d'insight là-dessus. Et on va revenir sur le fait que Mazepin, du coup, est. Tu vas reparler de Drive to Survive là ou pas ? Ouais. Justement, ok, vas-y. Tu as regardé ? Non, mais apparemment, ça ouin quand même. Moi, j'ai tout regardé. Ça ouin beaucoup. J'ai tout regardé. Ça ouin beaucoup. Et bien, justement, allons-y, puisque Verstappen, grand absent de Drive to Survive, ça, on en avait parlé. On le voit, mais on le voit pas parler. Ouais. Voilà, il a refusé toute intervention, puisqu'il dit que dès la première saison, ça avait été gâché, les propos étaient décontextualisés, ça créait des fausses rivalités. Okay, voilà. Donc, franchement, ça se tient, quoi. Ça se tient, du coup, on va voir beaucoup Christian Horner et Jerry Halliwell. Ce qui est con du coup pour Netflix, c'est que du coup le documentaire va devenir de moins en moins intéressant au fur et à mesure que les pilotes vont suivre l'exemple de Verstappen, parce que ça doit pas être le seul à penser ça. Il faut savoir que la toute première saison, et Red Bull et Mercedes n'avaient pas voulu participer, donc on suivait les petites écuries. La saison 2, là, il commençait à y avoir de plus en plus. La saison 3, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui s'exprimaient. Là, sur cette saison, il y en a quand même pas mal, donc à part Verstappen. Il y en a même qui s'expriment, on ne voit jamais leur portrait réellement, parce que c'est limite, on s'en fout. Je crois qu'on ne voit jamais Vettel, encore une fois, alors justement, dans l'histoire de la saison. C'est vrai que c'était très trié. Et sincèrement, il y a 2 épisodes qui servent à rien dans cette nouvelle saison de Drive to Survive. Ce que les gens disent, il y a un épisode sur Max et Lewis qui est pas ouf déjà. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que le traitement entre Max Verstappen et Lewis Hamilton est cool, sauf qu'évidemment, on n'a pas la réponse de Verstappen parce qu'il veut pas répondre. Mais les gars, il y a un moment. Lewis Hamilton aussi, il en prend plein la gueule des fois dans son comportement, dans son machin. Il fait quand même le documentaire. Max, il veut pas jouer le jeu, donc je suis désolé, c'est un des seuls qui joue pas le jeu, alors que tous les autres qui, et pourtant il y en a qui sont ultra démolis. Tu vois, il y a un doc complet sur Mazepin, tu vois, ils l'ont suivi et tout, et qui se fait détruire durant tout le documentaire en mode mec, tu sers à rien, t'es juste le fils à ton daron, tu termines pas une course. Pourquoi Verstappen ne veut pas participer à ça?
C'est juste qu'on voit les images, bordel. Vous avez vu les images comme moi durant cette saison, et il y a un moment, tous les crashs où il est impliqué, c'est tendancieux. Et à chaque fois, Red Bull dit on est toujours contre nous, c'est toujours Mercedes qui a raison. N'empêche qu'à la fin, on leur donne le titre de champion du monde, donc qu'ils aillent pas ouin, tu vois. Moi, je pense après, c'est mon avis gros, personnel. Il en a gros. Non, j'en ai pas gros. C'est un champion, tu vois, Verstappen, mais. C'est un champion. Je suis assez d'accord. Non, mais je suis assez d'accord sur le fait qui rentre à peine dans le casque, quoi. C'est chaud. Il faut être comme ça. Je suis assez d'accord sur le fait que l'engouement autour de la série Netflix peut-être a largement influencé aussi le traitement des courses, l'arbitrage des courses aussi, le fait qu'on recherche de plus en plus de sensationnalisme, etc. Oui, mais à un moment, si tu veux faire de l'audience, c'est horrible ce que je vais dire, hein, mais si tu dis que la vérité, la stricte vérité, pure, vraie et sans exagération, on se fait chier en fait. Tu verras que pas forcément. Ouais. En tout cas, revenons sur Drive to Survive. Bon, dès le premier épisode, c'est la douche froide pour ceux qui ont suivi. C'est sorti vendredi dernier, il me semble, cette 4e saison. Voilà, les différentes équipes sont présentées de manière assez rapide, sauf qu'il n'y a pas Alfa Romeo. Non, et pas Alfa. Voilà, Aston Martin quelques secondes. Voilà quoi. Et du coup, quand on vous dit qu'on va vous montrer l'envers du décor de toutes les écuries, etc., c'est pas... Voilà. Oui. C'est un peu... compliqué, un montage que je qualifierais de The Witcher tiers, c'est-à-dire que des fois ça revient 4 mois en arrière, tu sais pas qui on parle, de où on revient, enfin là. Moi ça a toujours été le cas. C'est ce que disait Xari, on en parlait un petit peu dans le récap, il disait le problème c'est que Netflix n'est pas sur toutes les courses. Et du coup... Des fois, ça n'a pas trop de sens. Il ne parle pas de certains trucs qu'il devrait mentionner. Il parle de certains trucs en longueur alors qu'on s'en bat les couilles. Ouais. Et du coup, il y a des manques sur des images, des interviews ou autres, où tu te dis, quand tu ne suis pas la F1, ça se grignote. Quand tu suis un petit peu... Ouais. En fait, c'est pas intéressant. Tu savais que la course de Bakou avait été décisive, donc le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Tu savais que celle du Castellet avait été décisive. Elles sont rapidement égrenées. Tu te dis, c'est des épreuves qui ont eu un gros impact. Encore une fois, on tire en longueur sur d'autres qui ont peut-être pas eu un impact aussi fort. Pourquoi c'est un choix, encore une fois, de montage. Surtout que vu le succès de cette série, alors j'ai pas les chiffres, mais j'ai quand même l'impression que ça a fait beaucoup parler. Je comprends pas pourquoi Netflix envoie pas ses équipes à chaque putain de course. Enfin, ça me semble pas être un budget faramineux par rapport aux autres séries qui produisent. Le Grand Prix de France, il avait été avancé d'une semaine au dernier moment. Ça a peut-être été une des raisons. Ça se trouve, ils avaient pas les gens en prod à ce moment-là, ou j'en sais rien. Tu vois. Ouais, il peut y avoir ce genre de raison-là aussi. Puis je sais pas. On va dire qu'ils font un peu leur sauce. C'est sûr que quand tu suis la saison entière de F1 et que tu regardes un peu Drive to Survive, tu sens qu'il y a des manquements dans la saison. Ça peut paraître frustrant, mais franchement, le doc, il reste extraordinaire pour qui ne s'intéresse pas à la F1 et veut recliquer dedans. Et même si certaines rivalités sont un peu pipotées, machin... Ou exacerbées, tu vois. Exacerbées, ça te met quand même l'envers du décor de la F1. Il n'y a pas de fumée sans feu, mais ça fait beaucoup de fumée quand même. Il y a un point essentiel sur lequel Drive to Survive saison 4 insiste et qui n'ont pas insisté là-dessus, c'est la relation qu'il y a entre les équipes et les commissaires de course. Ouais. Et dans cette saison-là, ils mettent vraiment en avant tous les points qu'il y a de discorde entre les décisions prises par les commissaires de course et les décisions prises, et les trucs remontés par les équipes. Et je trouve que c'est vachement bien fait et bien montré, et montré justement au bon moment. À quel point ça peut être difficile de prendre des décisions malgré le règlement. Qu'est-ce que c'est le règlement ? Comment interpréter une situation en F1 ? C'est tellement flou parfois. Les pilotes ont tellement tous l'impression de ne pas commettre d'erreur, être dans leur bon droit, et même quand tu regardes les images et que c'est évident, mais tu vois bien que c'est pas de ma faute, etc. Ouais. Tout est sujet à interprétation. C'est difficile d'avoir un règlement qui soit vraiment
ultra clair sur tout ce qui se passe et les conséquences d'une erreur. Je sais pas, tu sors de la piste, tu manges la piste, tu prends un drive-through de 10 secondes, il y en a un derrière, il fait la même chose, il est disqualifié. Enfin, c'est le poids, la mesure de tout ça. Je trouve que c'est bien retranscrit dans ce documentaire et qu'il n'y a pas tout acheté. Tout n'est pas acheté. Par exemple, on a le directeur de course, Massy, qui intervient et c'est plutôt bienvenu. Mais c'est vrai que ça intervient un peu tardivement. Moi, ce que j'aurais juste à reprocher, c'est que on est sur une 4e saison, donc on est plus là, j'imagine, moins pour convertir les curieux, mais plus pour plaire aux connaisseurs. Okay, ce qui explique que peut-être on est moins dans la pédagogie, moins dans l'explication, etc. En revanche, les moments extraordinaires de la saison ou les moments qui ont eu un véritable impact, comme par exemple l'accident de Leclerc qui a vraiment peut-être tout changé pour Ferrari quand c'est arrivé à son Grand Prix, du coup sont passés de manière assez mineure. Les quasi-victoires de certains pilotes, où en fait il y a plein de choses qui sont passées un petit peu en sourdine et qui font que quand on a suivi la saison, on se dit mais attends, mais ce moment il était hyper important, pourquoi il n'est pas traité. Donc je peux comprendre la frustration. Effectivement, après ça reste quand même une série de documentaires. Et d'autant que quitte à ne pas avoir les images parce que tu n'étais pas sur place ou X raison, ils auraient pu en acheter des images. Tu vois. Il y en a plein. Puis tu pouvais construire une histoire avec des images qui n'étaient pas à toi et que tu prends. On peut dire ce qu'on veut. Je pense que le documentaire Drive to Survive a fait beaucoup de bien à la F1. Ah oui, quand je dis dans le chat que la F1, Netflix, c'est rien pour eux. Crois-moi que ce documentaire a vraiment relancé l'intérêt de beaucoup de personnes pour la F1 qu'ils pensaient, je vous rappelle, au début des années 2010, un sport fini où sport de bof, quoi. Puis le papa du dimanche, un sport chiant. C'est surtout ça. Surtout un sport chiant. Donc, où je suis sûr qu'on pourrait faire la même chose avec des cyclistes. Et ça rendrait le Tour de France vachement plus intéressant. Ça existe, c'est Movistar sur Netflix aussi. Oui, il y en a des équipes. Et c'est hyper bien fait. Petit doute sur le nom. Alors justement, pour ce que tu disais sur le MotoGP, le MotoGP Unlimited, qui est donc un petit peu le pendant de Drive to Survive, mais version moto, et dont je vous avais parlé, qui est sur Prime Video, a reçu énormément de très très bons avis, visiblement en ce qu'il était donc captivant, moins frileux et plus authentique que Drive to Survive. Encore une fois, gardons en tête que la première saison de Drive to Survive était exceptionnelle parce que c'était la première fois qu'on voyait un truc qui rentrait à ce point dans le cœur de ce sport et que ça permettait aussi de starifier beaucoup les pilotes. Moi, je connaissais quasiment aucun nom de pilotes. Là, je ne vais pas dire que je les connais tous, mais quasiment. Ça change quand même beaucoup la donne. S'ils font pareil pour le MotoGP, ça peut être très cool. Je ne l'ai pas encore regardé, mais franchement, je vais le faire. Incroyable. Et puis, je rappelle, c'est quand même un cocorico bien français, El Diablo, qui est donc champion du monde. Donc, c'est encore plus cool. Ça donne une saveur particulière de suivre ce documentaire. Je vous le recommande. C'est 8 épisodes. Mais je pense que pour le Tour de France, ils vont faire à peu près pareil. Après, si vous êtes abonné soit à Eurosport, soit comme moi à JCN+, vous avez déjà des tas de documentaires sur le cyclisme et sur les personnalités du cyclisme à part entière. Vous pouvez en retrouver aussi sur YouTube, et notamment récemment le documentaire qui suit et qui retrace un peu la vie de Mark Cavendish, l'un des meilleurs sprinteurs du monde, l'anglais, l'étoile filante de Man. Est-ce que c'est monté un peu de manière épique avec des rivalités, du suspense, des cliffhangers. Après, c'est un documentaire qui suit une personne, mais qui met un peu en évidence le talent d'un cycliste et aussi de quoi est-ce qu'il revient pour être de retour dans la compétition aussi vieux. Et franchement, il y a des personnalités right to dopage. En fait, voilà, si la question du dopage n'est absolument pas abordée, déjà, moi, je regarderai pas, quoi. Ouais. C'est-à-dire que j'espère d'une telle série de documentaires... bien que Netflix va pas être dans les caravanes en train de les regarder se piquer. Non, mais de savoir s'il y a un vrai discours honnête, ou en tout cas, s'il y en a qui ont refusé de parler de ça, etc. Peut-être que c'est bloqué aussi dans une matrice, parce que, justement, des questions comme ça vont peut-être être abordées ou pas.
en fait, ça aurait déjà dû être fait, tu vois. Je suis d'accord qu'il faut rendre cool ces sports et c'est cool que Netflix fasse ça. Et Netflix a cette capacité à être très grand public. Donc, moi, j'ai hâte de voir. Je crois qu'ils sont pour parler actuellement pour tourner un documentaire sur le Tour de France, justement. Netflix. Ça serait top, ça. Donc, ils discutent avec pas mal d'équipes pour pouvoir être à l'intérieur des équipes Tour de France. Mais évidemment, le Tour de France, c'est énormément de stratégie. Donc, évidemment, si tu as des caméras qui sont là, il faut signer des trucs parce qu'il y a des millions d'euros en jeu, histoire que, mais vous ne divulguez rien avant telle date, machin, truc bidule. Par contre, si ça existait déjà, on aurait eu l'enquête sur la meuf avec sa pancarte, là, Opi, je sais pas quoi, qui a d'ailleurs été retrouvée. C'est un gamin de 8 ans qui l'a dénoncé. Mais ça aurait été assez sensationnel. Juste petit point sur Ricardo qui est positif au Covid. Donc, Let's go. Pour l'instant, on sait pas trop si. Attends, mais c'est pas la deuxième fois ? Oui, il y en a, c'est leur 4e, c'est limite, c'est sur leur CV, ils cochent des cases, c'est une carte de fidélité. Écoute, peut-être qu'il a eu la mage sur son... il a eu un petit patch, quoi. Mais du coup, McLaren ne sait pas encore, ils sont confiants. Mais si son PCR de vendredi matin prochain invalide sa participation finalement à la reprise de la saison, il sera remplacé. Donc il y a une liste de noms de remplaçants potentiels. Donc forcément, compte tenu de l'accord qui lie la firme de Woking à Mercedes, les pilotes en lice seront très vraisemblablement Stoffel Vandoorne et Nick De Vries. De Vries. Et le nom de Hülkenberg est sorti. Ah. Ça, Hülkenberg, j'aimerais le voir gagner un petit podium, quoi. Ce serait vraiment cool. Donc voilà, là pour l'instant, on en est dans ces discussions-là. On continue rapidement, puisque forcément, Grosjean a été largement interrogé à ce sujet. Ricardo Mazepin étant out. Est-ce que Grosjean reviendrait chez Haas? Il a répondu que non, que de toute façon, il est trop heureux en IndyCar, il est trop heureux aux States. Il a dit même mot à mot, je suis trop heureux et trop excité de démarrer une course en sachant que je peux la gagner. C'est à la fois beau et triste. Mais c'est assez terrible. Ouais. C'est assez terrible. l'IndyCar, c'est le cimetière des pilotes de F1 aussi un peu. Donc, il dit, j'ai eu une carrière incroyable en F1 qui s'est terminée quand même de manière assez traumatique et héroïque à la fois. Les courses sont derrière lui. Il aurait dit non si on l'avait sollicité. Du coup, c'est Magnussen qui récupère son ancien baquet chez Haas. Et il a déclaré, c'est génial, je suis hyper heureux pour Kevin, c'est un gars vraiment génial, sachant qu'ils ne se sont pas toujours entendus les deux. Ils ont une vision assez différente du copilotage. Et du coup, il a dit qu'il comprenait la décision de dégager Mazepin à cause d'Uralkali, qui du coup, je le rappelle, est le fils du sponsor principal de l'équipe, qui a été écarté pour les raisons que vous connaissez. Et du coup, la venue de Magnussen pourrait magnifier le pilotage de Mick Schumacher, donc à suivre en tout cas. Et c'est peut-être à ça que faisait référence Norris quand il disait qu'il y aura peut-être des surprises avec Haas à suivre la prochaine. Peut-être. Voilà. Sans l'aborder. Du côté d'Alpine, tiens, j'avais envie de vous montrer ces photos qui régalent. Je pense qu'on en rêve tous. Il s'agit d'un super simulateur qu'Alpine met à disposition. Aston Martin, tu veux dire, ou Alpine ? Aston Martin, pardon. Aston Martin qui a mis ça à dispo au domicile de Sébastien Vettel. Allez. Voilà. Fous-moi la J'avoue qu'il a l'air assez bien foutu le truc. C'est propre, hein. C'est très très propre. C'est propre, hein. Incroyable. Ah voilà, ça parle à Maxildan là. Attention, je vois le point d'exclamation. Intérêt. Combien déjà Là, attends, il y en a pour le baquet. Il y en a pour 200 000. Je sais pas si j'ai le prix. T'as quand même une carrosserie. En fait, c'est les vraies pièces de la MR1. C'est les vraies pièces de l'ancien monoplace. Okay. D'accord, ils ont repris le truc. Ils ont saucissonné. En fait, ça lui sert à avoir, l'anneau là devant lui, comme ça il dit alors, j'y vois rien comme dans la vraie vie, allons-y. Parfait, impeccable. Voilà, 3 écrans, puisqu'une version à 2 écrans s'est avérée très vite limitée. Donc c'est le concepteur principal d'équipement de garage, Matt Tomalin, qui était en discussion pour ce projet, pour mener toutes les bonnes recherches. Ça avait commencé en avril 2021.
ça débarque chez lui maintenant. Donc ça a nécessité quand même pas mal de travail. Donc voilà. Ah ouais. C'est quand même assez exceptionnel. Je pense pas qu'on ait le prix. Non, mais ça. Ce genre de simulateur, c'est. Je sais pas, rien que le volant, ça coûte déjà un petit billet. Après, en vrai, quand tu regardes un setup comme ça, déjà, ça dépend. Est-ce qu'il y a un système de vérin, De vérin, ouais. Est-ce que la voiture bouge? Il y a l'air d'en avoir un. Et Voilà. monté sur vérin. Bon, si c'est monté sur vérin, déjà, c'est un autre délire. Après, si c'est juste, j'ai mon bloc fixe avec pédale, son, écran, etc. Finalement, toute la partie électronique n'est pas si chère. Genre, la carrosserie coûte plus cher que tout le reste, tu vois. Oui. Mais par contre, si effectivement c'est monté sur vérin, là, c'est un autre délire. Hein. Là, je t'avoue, je suis pas capable de voir que c'est monté sur vérin. J'ai l'impression que non. Il y avait une photo, on voyait un peu plus en dessous, j'ai l'impression. Donc il y a un étalonnage d'un système de freinage qui imite la configuration d'une voiture de F1 et que AMF1 et ProSim se sont associés pour créer un véritable simulateur absolument unique. Avec la vieille tour dégueulasse à côté, elle me bute la tour. Et le pare-brise en dents de scie, c'était comme ça sur la vraie? Ou c'est juste là? Ah, c'est bizarre. C'est pas. C'est ouais. C'est simulation quand tu t'es fait péter ton pare-brise. C'est un peu ça. J'avoue, c'est chelou. Il doit y avoir un intérêt, mais là, j'ai pas. Forcément un intérêt. Donc voilà, c'est l'image qui fait plaisir. C'est vrai qu'en voyant le truc là, bon, j'imagine que c'est étudié pour, hein, mais le truc de protection des pilotes avec la grosse barre au milieu, ça doit les faire méga chier. Ouais. Non. Je pense que ça leur sauve la vie. Je te jure, s'en fout complètement. Ah ouais. Déjà, ça a sauvé la vie à plus de. J'ai aucun doute sur l'efficacité du ils ont truc, tous dit non. Il y en a qui avaient râlé un petit peu. En fait, il faut savoir que comme tu as souvent une. Enfin, en fait, regarder tout droit, t'en bats les couilles. En F1. T'es toujours une vision en sortie de virage ou des visions au moins sur les points de freinage qui sont indiqués sur les bords de la route. Vision rétroviseur sur ce qui te dépasse. En fait, la vision droit devant, juste droit devant. Ouais. Il n'y a pas un daim qui va arriver sur la piste, quoi. Donc, voilà, Osef, exactement. Ouais. Donc, tu es toujours en train de savoir c'est là qu'il faut que je pique, c'est là qu'il faut que je pique. Donc, en fait, t'as jamais trop une vision là. Donc, ça les dérange pas. Enfin, personne ne dit que ça les dérange. Dans le chat, ils disent que de toute façon, c'est un élément aérodynamique, ce qui est vrai. Oui, évidemment. Ça évite le vent sur le casque, voilà, ça pète pas trop l'aérodynamique, etc. Donc, oui, c'est quand même, de toute façon, ce sont que des gros plus d'avoir ce halo. Ah, mais attention, c'était une question. Je me doute bien que si ça y est, c'est qu'il n'y a pas de problème. Non, mais il y en a plein qui sont purs. Mais pourquoi ils mettent pas plutôt des vitres, tu vois, comme en prototype, tu vois, des vitres ultra blindées, ultra serrées. Wow. Parce que pour avoir des vitres, c'est lourd, non? Bah oui, c'est ça. Pour avoir des vitres qui résistent en fait à des bagnoles qui peuvent te tomber dessus. Il faut des trucs d'un poids déraisonnable. Je me souviens du châssis de Verstappen qui roule avec la roue sur le casque d'Hamilton. Bon, là, la vitre, clairement, aussi blindée soit-elle. Faut une belle vitre. Voilà, et c'est tout pour mes petites actus F1. On a hâte de la reprise de la saison et puis on s'en reparle semaine pro. On va passer directement à Ken. Ah bon? Comme ça, directement. D'ailleurs, attends, parce que je ne l'ai pas vu dans les news. Rapidement, avant de passer à ta news, est-ce que le vélo Lidl dont tu nous avais parlé est sorti? Aucune idée, mais je t'avais dit que c'était pas un vrai vélo Lidl, hein, c'est un rebranding d'un vélo qui existait déjà. Ouais, c'est vrai. Donc oui, il est déjà sorti ce vélo-là. Est-ce qu'il est sorti chez Lidl? Je ne sais pas vous dire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau site qui s'appelle Upway et qui est un des premiers sites européens de vente de vélos reconditionnés. On pose souvent la question, vous êtes nombreux à acheter votre téléphone en reconditionné, c'est-à-dire pas vraiment neuf, mais des téléphones qui ont servi, qui ont peut-être eu des défaillances ou des défauts, qui ont été reconditionnés par des professionnels ou des particuliers pour les remettre en vente. Un des sites de reconditionnement les plus célèbres, c'est Black Market, tu vois, qui reconditionne la plupart de vos téléphones. Là, c'est la même chose pour le vélo, ça s'appelle Upway, et si tu peux supprimer le filtre que tu vois ici, qui est un filtre pour les nains comme moi, tu remarqueras que l'on peut faire de très bonnes affaires sur des vélos électriques qui sont spécialisés dans le vélo électrique, quasiment neufs, en faisant tomber de 20% le prix de certains vélos, avec des vélos
très abordable dans les 750 €, parfois 500 €, avec des aides de l'État allouables en plus à ça. Des grandes marques, hein, Cowboy, Van Moof, Moustache, Trek, Cannondale. Vous allez pouvoir trouver des vélos BMC, des vélos de route, des vélos de ville, des vélos BMW même, hein, certains vélos de type balade en sortie urbaine, chaque fois avec une décote assez importante au niveau du prix. Les vélos sont garantis 2 ans et remis 100% à neuf. Sincèrement, le reconditionné, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment une occasion d'acheter des produits qui sont très très proches du neuf pour moins cher que le prix du neuf. Et ce qui est très intéressant donc avec tous ces vélos, donc déjà quand tu vois un vélo électrique à moins de 1 000 €, c'est très 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 rare, parce que 1 000 € c'est juste le prix du moteur électrique plus de la batterie, souvent dans un vélo électrique, tu vois. Donc tu prends plus 1 000 € sur la valeur d'un vélo quand tu l'as en électrique. Toi, le Cannondale Synapse Neo 1 à 3 000 € au lieu de plus de 4 000, je pense. Un Synapse électrique, c'est un vélo qui coûte plus de 4 000 €. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça coûte 4 000 € un vélo comme ça. Et en reconditionné, tu l'as à 3 000. C'est un vrai vélo de route, hein, qui peut. Je crois que le vélo, il fait. Mais alors, qu'est-ce qu'on entend vraiment par reconditionné? Est-ce que c'est un vélo qui est tombé? Est-ce que c'est un... Alors, c'est des vélos qui ont été soit défectueux, soit qui ont été revendus comme étant non fonctionnels ou défaillants, ou des retours, ça peut être des retours SAV ou des trucs comme ça. Quelle garantie on a qui fonctionne parfaitement? C'est ça ma question. Ils sont remis par des professionnels et garantis 2 ans par le revendeur. Marie. Donc c'est safe. Est-ce que ça ne sert qu'à répondre, j'imagine, à la pénurie des pièces du marché désolé, pour fabriquer les vélos, face aussi à la demande grandissante des gens qui ont envie de se mettre au vélo, etc., qui n'ont pas forcément envie de mettre le prix que l'on connaît, comme un 3 000 balles dans le Cannondale, ou est-ce qu'il y a vocation aussi de porter un message on dirait pas d'écologie, mais de recyclage, de deuxième vie? Là, quand tu vas dans Qui nous sommes et dans le projet, c'est vraiment un projet en mode aide à la mobilité, voilà, accès à la mobilité douce pour moins cher. Moi, j'ai vraiment conscience que le vélo électrique, c'est cher, voire trop cher. Ou alors, tu achètes, des vélos électriques peut-être premier prix chez Decathlon, qui sont une électrification de leur Between classique, qui peuvent te coûter 900 €, tu vois, mais qui sont sincèrement... Pardonnez-moi. Pas au niveau. C'est des merdes qui. Carrément. Non, c'est des merdes. J'aurais pas été jusque-là. C'est des merdes qui vont pas. Salue Decathlon, peut-être futur. Qui vont malheureusement vous impliquer des frais dans le temps parce que crevaison à répétition, câble de mauvaise qualité, retour SAV, etc., etc. Pour acheter, on va dire un vélo électrique. Attention, il y a roulé. Enfin, corrige-moi si je me trompe. Il y a roulé et roulé. Je pense que quand t'achètes un Between, c'est parce que tu roules pas beaucoup. L'idée. Est-ce que ça vaut le coup de mettre de la thune si tu roules une fois tous les 3 mois? Je pense que quand tu achètes un Between, c'est que tu achètes aussi des vélos qui sont dans tes budgets, tu vois. Donc, sincèrement, déjà, demander à quelqu'un de mettre plus de 300 € dans un vélo, c'est déjà une demande, je pense, assez dure pour les gens, parce qu'un vélo, ça doit pas valoir plus de 300 €. C'est faux, on le sait tous quand on s'intéresse au monde du vélo, mais tout de même, c'est quand même des prix ou l'ordre des prix. Marie, oui. Question, est-ce qu'il faut absolument que le vélo de base, parce que je vois par exemple pour le vendeur, il suffit de réaliser en ligne une description du vélo électrique et ils font un devis, etc. Après, voilà. Est-ce qu'il faut absolument que le vélo de base soit défectueux sorti d'usine, ou est-ce que toi, par exemple, si tu as envie de vendre ton vélo parce que tu vas en acheter un autre, tu peux les envoyer chez eux, ils les reconditionnent comme ça? D'accord, ça peut être un vintage du vélo aussi, quoi. Ouais, tu peux aussi. Alors après, eux offrent évidemment l'assurance que le vélo est en état parfaitement fonctionnel. Et je trouve que c'est quand même un bon avantage, parce que non seulement les vélos reconditionnés vous allez trouver moins cher alors que c'est de l'état neuf, mais en plus ils sont éligibles aux primes de l'État d'aide d'accès à la mobilité. Si tu peux aller dans nos vélos, moins de 1 000 €, justement ici, vous allez pouvoir trouver des vélos très intéressants pour un prix
assez oufissime, notamment certains vélos pliants électriques comme le Velar Urban 250 pour 999 €, éligible à la prime à la mobilité de 500 €, ce qui peut vous valoir un vélo électrique à 499 €. Un véritable bon vélo électrique. On est quand même sur une bonne affaire. La totalité des Rad Power sont aussi excellents dans le genre et peuvent se toper à moins de 1000 €. Et si on rentre, on va dire, dans les vélos d'usage avec des prix allant entre 1000 et 2000 €, ce qui commence à être, je trouve, le prix qu'il faut mettre pour un vélo électrique, on trouve des VanMoof S3, quoi, c'est-à-dire un des meilleurs vélos électriques urbains du marché. On va trouver des moustaches, on va trouver des Cowboy V3 aussi dans le tas. On va trouver des hauts de fil qui sont aussi une excellente marque de vélos urbains et de vélos taf. On va trouver des Trek, voilà, on va trouver des grandes marques de vélos pour des prix vraiment, vraiment moins chers. Je dois avec le Cowboy 3 à 1800 € reconditionné, sachant qu'aujourd'hui, Cowboy le vend 2190 €. On fait déjà une plus-value et là-dessus, on peut demander, en fonction de votre région, 500 € d'aide à l'État pour l'achat de votre vélo, ce qui porte un Cowboy qui est vraiment un vélo très technologique. Et voilà, vous avez aussi le fameux baladeur Carry pour 2150 €. Trouver un vélo cargo électrique à 2150 €, c'est vraiment, vraiment une sacrée aubaine. Et voilà, et ça peut vous permettre d'emmener vos enfants à l'école ou d'aller faire des courses. Les vélos Peugeot, Ken, t'es en train de me dire que le M3, là, il a une bonne gueule, je trouve. Ouais, j'avoue. Je sais pas si c'est un bon vélo. Pas mal. Est-ce qu'il y a fourche avant, voilà. Bon, alors si c'est pour vélo taffé, fourche avant, je vous recommande pas, d'accord. Vous n'avez pas besoin d'une suspension avant en ville. C'est pour faire du souterrain, voilà, du hors-piste. Si c'est dans une optique de vélo taf, ce qui est souvent l'optique d'achat d'un vélo électrique dans les familles aujourd'hui, les vélos à fourche, voilà, c'est stylé, oui, ça peut avoir de la gueule. L'intérêt, il est aussi nul que de rouler en Cayenne dans les rues de Levallois. Voilà. Vous pouvez oublier ce genre de vélo à l'UM. Oui, Marie. Quelle est la garantie qu'on n'achète pas un vélo volé ? Ah non, là, c'est pas du vélo volé, on est sur du vélo reconditionné, le site a l'air propre, ils sont contactables immédiatement. Non, mais si moi, par exemple, j'ai volé un vélo, je les contacte en disant... Pardon, t'as volé un vélo, Marie ? Incroyable. Il faut savoir qu'aujourd'hui... Je sais pas en faire, mais je l'ai volé. Aujourd'hui, il y a la traçabilité des vélos, ce qu'on appelle la traçabilité des vélos, voilà, qui est obligatoire, donc vos vélos doivent être immatriculés avec un code qui garantit sa traçabilité. On connaît le précédent possesseur du vélo, son immatriculation, on sait normalement le chemin qu'a suivi son vélo. Généralement, quand on te reprend un vélo, on demande aussi les papiers. Quand tu achètes un vélo, tu as toujours des papiers avec ton vélo. Ouais, alors après, oui, d'accord, normalement, mais... Si tu l'as acheté, soi-disant, sur le bon coin... Si tu achètes un vélo demain et que tu me donnes pas les papiers, je te dirais, mais je m'en bats les couilles. Oui, ça, en fait. Vous pouvez faire comme vous voulez. Après, dans tout objet de mobilité, quel qu'il soit, que ce soit voiture, que ce soit vélo, que ce soit moto, je vous recommanderais évidemment de conserver les papiers, de conserver aussi les papiers, des factures, pas des mises à jour, mais des modifications que vous avez fait sur votre vélo, etc. Ça permettra des facilités aussi à la revente et tout ça. Après, voilà, tu me dis ça, j'en ai aucune idée, je les connais pas personnellement. Moi, j'ai juste checké un tout petit peu si on faisait du vélo reconditionné et j'ai demandé autour de moi sur mon Discord quel site était à recommander. On m'a recommandé justement ce site-là qui faisait dans le vélo reconditionné et qui semblait avoir, tu vois, assez peu de produits pour ne pas être, tu vois, une usine de grosses scams. Franchement, ça permet vraiment de trouver des vélos pas chers et des vélos électriques dans les 1000 €, ce qui, au prix de l'essence aujourd'hui, vous sera rentabilisé très très rapidement. J'ai vu que c'était des anciens d'Uber. Ah ouais, c'est des anciens d'Uber et Uber Eats qui du coup se sont sentis à peine trentenaires, la fibre de la start-up, et qui ont senti qu'il y avait peut-être un truc. Il y a un truc, franchement, il y a un vrai truc à faire. Un vrai truc à faire. Les vélos électriques sont très demandés, c'est difficile d'en trouver des neufs. Le reconditionné, ça marche bien. S'il y a des garanties derrière, c'est souvent tout bénef. Donc let's go. Moi, j'ai toujours tendance à pousser à dire que l'électrique, ça sert pas à grand chose et que autant payer 1000 € moins cher et avoir un vélo musculaire.
Mais bon, il y a les problématiques de je transpire, j'ai pas envie d'aller au taf en étant en sueur, etc., 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 etc. Voilà, les gens préfèrent souvent passer à l'électrique. Confort. Voilà. S'habitue vite au confort. Ouais. Après, c'est confortable, un vélo musculaire aussi. Il faut juste pas pédaler comme un dératé. Mais oui, c'est très bien le vélo électrique. Je suis venu en vélo électrique ce matin parce qu'il pleuvait à torrent. Voilà. Et oui, c'est confortable de venir en vélo électrique quand il pleut, par exemple. Tu vois, c'est vraiment des vélos qui vont pouvoir être toute route et tout temps. Donc c'est cool. Voilà, ça s'appelle Upway. Et c'est le vélo reconditionné. Très très bien. Et ben écoutez, on va passer du côté de Franck qui nous a ramené une voiture peu chère, j'imagine. Depuis le temps qu'on l'a pas vu, il a des trucs à nous raconter. C'est vrai, non mais il s'est passé plein de choses. C'est quand la dernière fois que j'étais là? C'était il y a un mois. Tu étais 2018, je crois. Et ensuite t'es parti faire une. Pourquoi ta carte bleue est sur ton PC? T'es en train d'acheter quoi? Faut pas chercher. Non. La dernière fois que vous m'avez vu, j'étais en rallye, non? Et je sais pas du tout si vous m'entendiez bien ou pas. On a pu t'entendre un petit peu. Ça allait. Non, en vrai, c'était pas dégueu. On t'entendait. Dans la petite AX de chez Citroën. Alors, ça donnait quoi? Franchement, c'était drôle. À la base, j'étais pas censé conduire puisque c'était Grégory Galifit C8 qui devait le faire. Et il a eu un petit souci familial, donc il a dû rentrer chez lui. Donc j'ai pris le volant le deuxième jour. Et franchement, c'était grave cool. Oh là là. Un stylé. Et après, c'est un pilote de chez Peugeot qui a pris le volant. J'en ai pris plein la tronche. Mais alors, les images, elles sont magnifiques. Le mec était par les portières dans tous les virages. Ça, on aura la vidéo sur ta chaîne YouTube. Oui, ça va arriver bientôt. Super. Ok, donc tu nous as ramené une voiture mythique qui, en plus d'être mythique, est en or. Tout à fait. Une DeLorean. Est-ce que vous saviez qu'il y a eu des DeLorean en or? Non mais pour de vrai, en plaqué or. Genre plaqué or, 24 de base, carats. Elle est en alu, la DeLorean. Elle est en inox, de base. Elle est en inox. C'est de l'inox alimentaire 304, qui est le même qu'on a dans les cuisines pour... ouais, c'est ça. C'est ça, elle est en couvert. Exact. tu peux faire la cuisine sur ta DeLorean. C'est une fourchette. Donc on était au musée Petersen à Los Angeles. Waouh. Et donc ils ont beaucoup de voitures, comme vous pouvez le voir. Ça c'est le Vault, c'est donc le coffre-fort où ils gardent toutes les voitures qui sont pas en exposition dans le musée. Le musée il est au-dessus, ça c'est le parking. Et donc ça c'est une des 3 DeLorean en or 24 carats qui est sortie officiellement de l'usine. C'est-à-dire que ça a été fabriqué à l'usine. C'est pas un mec qui s'est dit je vais me taper un tuning sur ma voiture. Ouais, c'est incroyable. Non mais attends, ils ont tout le châssis en or 24 carats. Il a des gants. Tout ce qui est visible. Tout ce qui est visible. Il a des gants. Mais ouais, non mais attends, blague à part. Quand je leur ai demandé si je pouvais la filmer, ils m'ont dit ouais mais on pourra même pas ouvrir la porte donc vous filmerez de l'extérieur. J'ai dit bon c'est pas très drôle. Et là le gars, heureusement le mécano avant même que le gars du marketing lui dise non il est arrivé avec ses gants, hop il a ouvert la porte, il a pas cherché à comprendre. Ça doit coûter une fortune. Mais ils m'ont montré qu'il y a des traces de doigts que des gens ont fait sans faire exprès il y a des années qui sont encore là à cause de l'acidité des doigts et tout. Tu peux pas enlever les traces une fois qu'il y en a dessus donc c'est la voiture il la garde vraiment en la mode... baffe de ton chien. Ouais je pensais à ça tout à l'heure. Bah ouais, tu m'étonnes. Ça pesait une tonne, non? Bah de base, ça pèse 1 tonne 340 avec ça. Et honnêtement, pour vivre, je pense que ça doit rajouter peut-être 50 kilos à tout péter sur la voiture. Ça vit pas, ça reste au coffre, tu vois. Ah non, mais tu vois, c'est comme si tu me montrais un beau morceau de viande et que tu me disais par contre c'est pas fait pour manger. Bah ta race, laisse l'animal alors. Comme les putains de stickers, c'est pas fait pour marcher aussi, ça m'énerve. Ça pourrait être un bon scénar de film, tu vois, de dire un cambriolage, mais t'as pas besoin de voiture pour t'échapper parce que la voiture, c'est le truc que tu voles avec le. Ça serait insane. Et donc, ouais, c'est un partenariat qu'avait fait le DeLorean, l'usine DeLorean à l'époque, avec American Express. Vous savez, les cartes bleues que personne prend parce qu'il y a plein de frais dessus. Et puis que tu peux jamais payer. Voilà. Tu dois signer les tickets, enfin, c'est infernal. Ouais, c'est à l'américaine, quoi. Et donc, American Express, ils ont un catalogue tous les ans où ils mettent des trucs incroyables pour leurs clients que vous pouvez acheter. Et ils avaient décidé de faire ça. Donc, tu avais 100 DeLorean. Ils avaient prévu d'en faire 100. Ils en ont vendu 2. J'aurais quand même dit plus, tu vois. Non, à l'époque, ça valait l'équivalent de 120 000 euros actuels. Donc c'était. Oui, fallait quand tu vois tout ce qu'il y a comme or dessus avec la valeur que ça a aujourd'hui. C'est surtout 120 000 euros. On est d'accord, quand elle est sortie. Dis-moi si je me trompe. Le film Retour vers le futur, il est sorti bien plus tard. Ouais, donc personne connaissait. Enfin, tout le monde connaissait la DeLorean parce que John DeLorean c'était un personnage connu du les échappements aussi là pour de vrai. Ouais, les embouts d'échappement sont en or. Les seules pièces qui sont pas en or, c'est tout ce qui est en plastique et donc les pare-chocs qui sont eux aussi. Ouais, ils ont doré le plastique par contre. Ils les ont peints couleur bling bling, ouais. En vrai, c'est le genre de voiture que tu t'attends à voir dans une collection à Bahreïn ou un truc comme ça, quoi. Chez Pierre Chabrier.
Exactement. Avec, ça, c'est ouf. À côté de son Range Rover. Incroyable. Et qu'est-ce que tu es allé faire dans ce musée en fait? Filmer en dessous là, c'est parce ça, que c'est en or aussi? Non, alors, oui, non, juste la pièce là, elle était, tu sais, c'est de l'électro-platine, je sais plus comment on appelle ça. Non, c'est surtout de montrer que c'est neuf la voiture, elle a 10 miles au compteur. Et il m'expliquait, mais elle a fait genre peut-être 1 mile en conduisant, tout le reste c'est en la poussant qu'elle a pris des miles quoi. J'ai trouvé une vidéo d'elle il y a 4-5 ans, elle avait genre 8 miles 50, tu vois, ils ont dû la pousser 2 miles en plus. Mais donc ça te montre à quoi ressemblait le châssis d'une DeLorean quand elle sortait d'usine. Donc, voilà, mais du coup, elle est inallumable la voiture. Si tu l'allumes, il y a tout qui casse. Mais s'allume parce qu'une voiture qui roule pas, ça s'abîme de fou. Ça s'abîme parce que les durites sèchent. Alors, j'ose espérer que le réservoir est vide et qu'il n'y a pas d'essence dedans parce que ça tire. Bien sûr. Pareil, les freins, logiquement, tu es censé enlever tous les liquides parce que ça fait rouiller toutes les connexions. D'accord. Ils savent faire quand même. Donc la voiture, ils l'ont depuis 2002, si je dis pas de bêtises. Donc j'ose espérer pour eux qu'ils ont enlevé tout ce qui devait être enlevé niveau fluide. Il y a des géniales voitures de NASCAR derrière. Ils ont une collection de hot rod aussi sur la gauche. Bah, j'ai fait une autre vidéo. Parce que là, tu as choisi celle-là, mais... Non, mais j'ai fait une vidéo. Toi, tu te balades là-dedans, il faut te laisser 3 jours pour tout filmer. J'y suis retourné 4 fois en 4 jours. Ah ouais. Voilà. Mais donc c'est une pièce... déjà, une DeLorean de base, c'est rare. Là, il y en a eu que 2. Et il y en a une 3e, techniquement, qui est sortie. Attends, mais t'as dit combien elle vaut, du coup, maintenant? Il n'y a pas de prix. Il n'y a jamais eu de transaction. Tout a un prix. Non, mais c'est tout a un prix. Même toi, t'as un prix. 3-4 millions de dollars. Ah, d'accord. Facile. Tu vois, là, c'est un prix. Voire plus. Non, c'est au doigt mouillé, quoi. Mais je pense que c'est une voiture qui, oui, elle vaut des multi-millions de dollars aujourd'hui. Parce qu'elle est en or et parce que c'est une DeLorean et le cumul des deux, voilà. Les jantes aussi sont recouvertes d'or, donc c'est quand même assez hallucinant. Ils ont été, tu vois, tous les... Comment dire, les parties mobiles des portes à l'intérieur sont aussi en or. Et là, ce que j'expliquais, c'est que dans les deux, tu en as une qui a un intérieur marron, qui n'a jamais existé sur aucune DeLorean, à part les DeLorean en or. Ils avaient mis une option intérieur marron qui était que pour ces gens-là, sauf que comme ils en ont fabriqué que 2, il y a le deuxième mec qui a dit non, moi je veux noir. Donc voilà, donc elle est un peu moins intéressante parce qu'elle est noire, celle-là. Elle a passé, avant d'être au musée Petersen, toute sa vie dans une banque. C'était des banquiers en Arizona ou je sais plus où qui avaient acheté la bagnole et ils l'avaient mis dans un cocon, genre il y avait une vitrine autour et elle a passé toute sa vie dans une vitrine au milieu d'une banque, quoi. Voilà. Avant de finir au musée Petersen. C'était la banque à braquer. Ils se sont dit, pourquoi foutre un lingot? On peut mettre une DeLorean pour montrer comment on pèse dans le game et flexer. Mais donc voilà, cette voiture avec 10 miles, elle est incroyable. Juste le fait qu'il me l'ait poussé de 2 mètres pour que je puisse la filmer, c'est quelque chose assez incroyable. Et donc je disais, il y en a eu une 3e techniquement qui est sortie de l'usine, mais qui faisait pas partie de la série prévue. Parce que quand ils ont fait faillite DeLorean, les repreneurs qui ont liquidé tout aux enchères, il y avait assez de pièces pour fabriquer des bagnoles. Donc ils ont fabriqué à peu près, on ne sait pas exactement, mais entre 100 et 200 caisses. Et la toute dernière qu'ils ont sortie de l'usine avant vraiment de fermer définitivement, ils ont pris les pièces de rechange de DeLorean dorées. Ils avaient fait des pièces au cas où une des bagnoles et un carton, genre un accident ou quoi. Donc il restait des panneaux en or. Ils ont fait une dernière DeLorean en or qui est sortie. Donc il y en a 3. Voilà. Waouh. Pour la petite et on ne sait pas où elle est, la 3e? Si, les 3 sont référencés. Il y en a une autre dans un musée et la 3e, c'est un particulier qui l'a. Attends, mais par contre, là, sur l'image à droite, on voyait une drôle de voiture à petit cockpit. Ah oui, alors ça, c'était un projet. En fait, ils ont une école de design en interne à ce musée-là, et c'était un projet de l'école de design, le truc chelou. Ah oui, à droite, j'avoue, on dirait un vaisseau spatial. Non, mais je crois que ça roule, il y a un moteur dedans, mais voilà. Vache. Donc voilà, DeLorean en or. Incroyable. Et donc, attends, mais que faisais-tu? Qu'est-ce que je faisais à Los Angeles encore? Quand même le moment où le mec t'a proposé de voir ça et te fait, est-ce que tu veux, j'ai une DeLorean. Je fais, quelle j'en ai à foutre, j'en ai déjà une. Oui, mais la mienne, elle est en or. Alors, techniquement, ça fait depuis 2015 que j'ai vu cette voiture pour la première fois. Je savais qu'il l'avait, mais à l'époque, j'étais pas encore youtubeur, machin, tout ça, donc il m'a dit, pas le droit de filmer. Là, j'ai dit, je peux. C'est bon. Excuse-moi, je pèse un peu plus. Je suis revenu, j'ai attendu d'être plus gros, tu vois, je suis revenu. Mais donc qu'est-ce que je faisais à LA? Justement, un des buts, c'était de filmer plein de trucs au musée Petersen parce que ça faisait longtemps que je voulais y retourner. Et aussi, j'ai acheté une voiture là-bas. Pour changer. Acheté quoi? Une voiture rose. Une S2000? Ah, mais oui. Ah putain, trop bien. Et franchement, pour rouler à Los Angeles, c'était bien cool.
Et je m'attendais un peu à me faire regarder bizarrement, mais non, les gens, ouais, trop cool la caisse et tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il a acheté? Pensez à toi, On va faire une pierre de coups parce que ça, c'est l'intro du truc dont on va parler juste après. Il y a un Français à Los Angeles qui s'est exporté là-bas il y a 22 ans, qui s'appelle, son surnom c'est Daddy. Sa chaîne YouTube c'est Tomahawk Tuning. Et le mec répare des mobylettes, notamment des mobylettes françaises à LA. Des 103. Incroyable. Des 103, mais surtout des MBK. Ah il ouais. a beaucoup de MBK. Et donc, on est parti à sa rencontre et le mec nous a fait faire un tour. Mais regarde comment elle est. Mais non. En plus, c'est une Magnum, celle-là, elle pète. Donc voilà, Chris, big up, très, très sympa. Ce mec, vraiment, on a bien accroché, on s'est bien marré. Et on est parti dans LA en mobilette, ce qui est quand même le moyen de déplacement le plus improbable dans Los Angeles, je pense. Tu m'étonnes. Tout le monde nous regardait en mode, mais qu'est-ce que c'est que ces merdes qui font du bruit, tu vois. Et il les a un peu modifiées. Donc on va dire qu'elles roulent un peu plus vite que ce qu'est. C'est la base. Donc quand tu commences à fumer des bagnoles américaines alors que tu es sur ta mobilette française au milieu de Los Angeles, c'est assez cool. Ils n'ont pas des restrictions aux États-Unis justement sur le bruit, le débridage, ce genre de choses. Ils en ont, mais en fait la mobilette pour eux c'est un truc qui est tellement, il n'y a pas de catégorie, ça existe c'est pas. presque de la collection. Ils savent même pas ce que c'est censé faire comme bruit de base, quoi. Donc je sais pas si on arrive à voir un petit peu plus tard dans la vidéo quand on se promène la vache. dans Los Angeles en mobilette, on se la pète comme il nous dit. Voilà, Phil, mon pote local sur sa Tomos. Ça c'est un truc des pays de l'Est. Ça. Attends, c'est ta caisse là derrière? Ouais. Elle est incroyable, non mais elle est folle. Bon, qu'est-ce que c'est? On parle de cette voiture, je pense. Mais voilà, donc les mobylettes MBK qui sont flambantes, là, il m'avait sorti les siennes perso pour qu'on puisse aller faire un petit tour. Et je vois que Denis est en train de chercher quand on est. Ouais, c'est Hollywood Boulevard, là, je crois, Denis, où t'es à peu près. Ouais. Ah non, là, on est déjà un peu plus loin. Mais ouais, non, franchement, c'était assez stylé. Et toi, tu vis ta J'allais meilleure dire, vie, tu Franck, filmes hein. avec quoi là? Là, je suis en train de filmer avec mon iPhone, mec. Mais non. Donc il est comme ça, avec un stab? Ouais. Non, Donc, pas de stab. Sans stab, mec. D'accord. Sérieux? L'iPhone, ça stab de base. Mais t'as juste, tu le tiens à la main ou t'as quand même une perche? À la main. Il est T'es un comme ça avec malade, son toi. tel à une Avec main, les gants? en mode Non. MD. Ah mais Non, attends, bon, alors là, les gants aux États-Unis, c'est un concept. C'est Brooks. Ils sont loin de tous en avoir. Ah, C'est ça, c'est Brooks. Ils étaient en train de se comparer leur mobilette. C'est ouf l'iPhone. Hein. Désolé, on n'est pas dans le mobile, mais quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. Honnêtement, aujourd'hui, quand tu veux filmer et surtout être prêt à filmer n'importe quand et même quand t'es prêt au dépourvu, à partir du moment où t'as ton iPhone, c'est clair. t'es bon quoi. Bon après Samsung fait sûrement des trucs aussi oui, bien. bien sûr. iPhone parce que j'utilise ça depuis longtemps, mais tu vois c'est quand même relativement stable. Hein. C'est hyper À partir du moment où je me casse pas la figure, tu vois. Bon lui il était avec sa GoPro, c'était un peu plus pratique. La seule limitation de l'iPhone, si t'as pas un micro externe, c'est le bruit du vent quand tu fais ce genre de truc. Ça souffle à mort. La La Land, Hollywood Boulevard. Incroyable. L'endroit où tous les touristes vont en se disant que c'est les Champs-Élysées des États-Unis, puis en fait, quand ils arrivent là-bas, ils sont super déçus. Ouais. C'est clair. Il y a des clodos partout. Hein. C'est tellement éclaté. Ils ont un vrai gros problème de personnes sans-abri à Los Angeles. Fait que de s'amplifier parce que tous les autres États leur envoient leurs sans-abri. Ah ouais? Il y a des bus de sans-abri qui sont envoyés d'Atlanta. Mais pourquoi? Parce qu'on est mieux à Los Angeles? Parce qu'à Los Angeles, depuis, alors je sais pas combien de temps, mais ils m'ont expliqué que maintenant, non, mais chaque sans-abri a le droit à $600 par mois. Ah bah ouais. Donc, t'es au soleil, t'as $600 par mois. T'es moins mal qu'à Atlanta sous la flotte avec $0. Ouais, ouais, clairement. Donc, mais du coup, ça devient un problème pour. Enfin, les gens qui habitent en Californie en ce moment sont pas très contents pour plein de raisons, apparemment. De leur gouverneur et après ils ont du beau leur temps administration. de quoi se plaignent-ils. Ouais, c'est clair. Ça me dégoûte moi, de voir ce ciel bleu. 3 ans, ça faisait presque 3 ans que j'avais pas mis les pieds là-bas. Ça m'a fait du bien. J'ai bien envie d'y retourner assez rapidement, je pense. Oh bah, tu m'étonnes. Les gens demandent si la voiture rose que l'on a percevée, c'était pas la voiture de la fille dans la course de Too Fast, Too Furious. Si, bien exactement, sûr. Ouais. Voilà. Tout à fait. Il complète la collecte. Et alors, bon, attends, je sais pas. Denis, si je te mets un lien en 2-2, je sais pas si tu arrives à enchaîner. Attends, on va. Petit truc juste avant. Vas-y, ouais. On est d'accord que les routes de Los Angeles, elles puent la merde. Je parle de l'état des routes. Ouais, sont zéro. C'est plein de trous, c'est horrible. Ouais, d'accord.
C'est vraiment, c'est pas ouf au niveau du en termes de roues, mais même en voiture. En 2 roues encore, ça va, j'ai envie de dire. C'est plus en voiture où vraiment tu sens toute ta voiture qui part dans tous les sens en permanence. Et c'est assez compliqué. Tiens, voilà, Denis, je t'ai balancé le lien. Parce que bon, on va parler 2 minutes de cette voiture quand même. Qu'est-ce qu'il fait D'accord, j'avais même pas vu que tu avais enchaîné. Ouais, il y a des néons. Ah oui, ouais. oui, évidemment. La base. Philips Hue, je connais. Donc ça, c'est une Honda S2000 pour ceux qui connaissent pas. C'était un petit. Excuse-moi, tu as une moquette de voiture ? Non, mais ça, c'est parce que le mec l'avait mis dans un carcoon, en fait. Ah, un c'est truc une bâche, qui se gonfle autour de la voiture. C'est assez stylé. Les gens la reconnaissaient. Ouais, grave. Bah, surtout. T'appelais Suki. Non, il me demandait où elle était par contre. Ah bah tu m'étonnes. Ça c'est la RX-7, il a fait une réplique de la RX-7 de Dom. Ouais. Il essaye de me la vendre, on va voir, parce que franchement elle est plutôt pas mal. C'est une voiture qui est très très appréciée dans le... Il a gardé le moteur d'origine. Évidemment, c'est un rotatif. Ok. Il m'explique que c'est très compliqué à garder en bon état. Bien sûr, parce c'est que chiant. C'est une horreur. Il me dit qu'il fait limite comme une mobilette, il met de l'huile dans l'essence. Ouais, c'est ça, faut mettre de. Ouais, c'est ça, exactement. Faut faire le plein avec de l'huile direct. Et j'ai roulé derrière lui, ça pue l'huile quand tu roules derrière. C'est horrible. Mais ça fait un bruit de moto, t'aimerais beaucoup, Max. Ouais, c'est. Ça coûte combien ? Une RX-7 de base, pas transformée comme ça vaut, selon l'état, peut-être entre 40 et 60 000. C'est vrai que ça fait un bruit de moto. Ça fait un bruit de moto, ouais. Bon, les tournages à l'époque devaient être incroyables avec toutes ces bagnoles. Et là, il est 22h30 et tous ses voisins le haïssent parce qu'il est en train de sortir les bagnoles pour libérer la S2000 qui est au fond. Denis, je t'ai mis un lien devant l'endroit où tu m'as mis « Oui, vas-y ». Si tu veux mettre, c'est la comparaison de la vraie voiture du film avec la réplique que j'ai achetée. Parce que donc moi j'ai acheté une réplique que ce mec a fabriquée. Okay. Mais le musée Petersen, ils avaient la vraie S2000 du film. J'ai mis les deux côte à côte pour essayer de, voilà. Le musée ne les vend pas, évidemment. Non, voilà, ça c'est la vraie. Avec, le rose est moins rose, non? Oui, j'allais te dire... Avec les sièges en moumoute. Alors le rose est moins rose, ouais, tu vois, t'as un petit réservoir dans le coffre. Ouais, comme les voitures de film, les voitures de film, c'est ça. Le rose est moins rose, tout le monde. Excusez-moi, pourquoi ? Parce que c'est dangereux d'avoir un réservoir normal, ce genre de réservoir, même si tu te prends un choc ou que tu fais un saut avec, l'essence va pas partir par. Ah, ok, cool. Eux, ils ont mis un compresseur sur le moteur pour le film. Il paraît qu'il marche plus vraiment très bien parce que le système de gestion électronique est un peu foiré. Mais c'est la Hero Car, quoi. C'est la voiture numéro 1 qui a servi pour le tournage. Attends, mais c'est sur S2000, c'est pas un 2 litres Atmo ultra énervé qu'il y a dessus? C'est pour ça que c'est un peu contre-productif de faire ça. Parce que les S2000, ouais, c'est un 2 litres, c'était le moteur qui avait les plus hauts régimes à l'époque, tu montais à 9000 tours minute. Et les 2 premiers jours, je me suis dit non, mais elle a 200 000 bornes la caisse, je vais pas lui mettre ça dans la gueule et tout. Le mec me disait mais si, tu peux y aller. Ça m'a mis 3 jours à m'habituer, puis au bout de 3 jours, je l'ai fait une fois et après, j'ai pas arrêté. Quand t'es en deuxième, une voiture normale à 6000 tours, t'entends ton moteur qui hurle, tu te dis t'es déjà au bout du concept. Là, à 6000, t'es quasiment qu'à la moitié du truc et tu appuie, et là il y a le VTEC qui se déclenche, qui fait un bruit, mais t'as l'impression que ton moteur est en train d'exploser. Mais en fait, c'est juste que t'as comme un deuxième moteur qui rentre en jeu à ce moment-là. Et là, le 6-9000, il se fait en 4 secondes 30. Quoi. Wow. D'ailleurs, je me suis fait arrêter par la police à force de faire le cliquer. Et ça, ce sera une prochaine vidéo qui n'est pas encore en ligne. Bah bravo. Moi, je trouve que la voiture est folle, mais par contre, qu'est-ce qu'on en pense? La S2000, j'adore. La S2000, oui, mais ce rose, ces dessins et tout, il manque plus que le tatouage tribal, là, tu vois ce que je veux dire? Ah bah ça, c'était les années 2000, mais c'est en train de revenir à la mode. Là, on va voir la tienne à côté de celle-là. Ouais. Enfin, faut avancer un petit peu, parce que là, sinon il y en a pour 2-3 minutes, mais après j'ai sorti la mienne, effectivement, et ma voiture, bien sûr, et je l'ai mise à côté de celle-là. N'en doutez pas, hein, non, mais j'ai senti un blanc, il y a eu un flottement. Non. Denis, il a perdu la connexion, là. Il est... on a perdu la régie, on a tout perdu là. On a tout perdu. Il y a le son, mais il n'y a plus l'image. Ouais, on entend la vidéo. Alors je sais pas si vous le voyez en régie, mais on a rien là. On n'a plus l'image en fait. Les gens disent que Daddy l'a mise en ligne justement. Ah, d'accord. Donc les gens ne peuvent pas commenter les images, quoi. Bon, si les gens ont l'image. Oui, Daddy a mis en ligne la vidéo où on se fait arrêter par la CHP. Première fois que je me fais arrêter en Californie, c'était impressionnant. On était en train de faire un peu la course. Ils ont sorti le gun ou pas? Non, quand même pas.
mais on va dire que on est parti. En fait, on a mangé au restaurant de. Ah ouais. Ah ouais, attends, nous on a les images. Ouais, en fait, ça marche chez les gens, c'est juste pour nous. Rose, hein. Ouais. Alors la différence de rose, c'est parce que le rose a passé en fait avec les années. Donc eux, ils ont chopé la couleur qui est dans l'intérieur de porte, qui lui n'a pas été passé aux UV. Et donc. Là, t'as vraiment le rose Barbie, quoi. Normalement, dans le film, c'était comme ça. Ouais. Exactement. Propre. C'est stylé. Ça y est, merci. nous avons les images. Donc voilà, donc c'est la première fois que j'ai l'occasion de mettre une réplique à côté de la vraie, donc c'était assez cool. La réplique est propre en tout cas. La réplique est très cool et je suis juste en train de voir, on va peut-être la garder aux États-Unis. Je suis pas encore sûr de la ramener en France parce que c'est tellement bien décapotable là-bas que voilà. Dis, ce sera un peu moins de. Ce sera ma voiture sur place, quoi. Bah c'est ça, faut toujours avoir un truc. Les gens ils rigolent pas de te voir. Il y a des mecs qui ont une meuf un peu partout dans le monde. Toi, c'est des voitures. Hein. Chacun son truc. Mon délit prend 9000 tours. Bonjour. Les mecs, ils hallucinent pas de te voir justement, t'es le sosie de Ben Affleck, de te voir au volant de cette bagnole en vrai. Franchement, je m'attendais à des réactions bizarres. Les gens, c'était que du positif. Tout le monde était content. Les nanas adoraient la voiture en disant trop cool, j'adorais ce personnage dans le film et tout. Ah, trop bien. Ouais, non, franchement, c'était bien stylé. Et donc, l'histoire de la police, on est parti manger au resto. À chaque fois, je suis obligé d'aller là-bas. C'est mon pèlerinage. C'est un resto qui s'appelle Neptune's Net, qui est au bord de la mer, quoi, au bord de PCH, de Pacific Coast Highway. Et en partant de là, on était 5 voitures de Fast and Furious parce qu'on avait reconnu et rattrapé d'autres gens. Et on s'est retrouvé un peu à faire les kékés sur le chemin du retour. Jusqu'au moment où là, on voit, tu sais, mais vraiment les CHP, c'est les chips, quoi. Les mecs sur leurs grosses motos avec leurs bottes de cow-boy et tout, mais qui arrivaient de l'autre côté et tous avec les gyros. Moi, je me dis, ouais, ils doivent aller chercher quelque chose. Et là, je les vois qui font demi-tour derrière nous. Je fais, ah non. C'est pour nous. Ouais, mais ils ont été cool. Je m'attendais vraiment à ce qu'on se fasse mettre la voiture sur une dépanneuse et tout. Et en fait, non, ça s'est bien passé. J'ai juste plus le droit de remettre les pieds aux États-Unis. Non, je rigole. non, mais c'est quoi? Ils t'ont dit quoi? Les Imolo ils m'ont dit, arrêtez de faire n'importe quoi. Ah oui, c'était cet endroit. Bravo. Bravo à la régie. Belle réactivité. Mais on verra pas la police sur cette story. Et donc, par contre, le gars qui m'a vendu la voiture, qui est le propriétaire de la RX-7 également, s'est fait arrêter derrière nous. Et c'est lui qui s'est fait le plus emmerder parce que ils nous ont tous fait lever nos capots. Les voitures étaient plus ou moins d'origine. Lui, tellement modifié, ils l'ont obligé et assigné au tribunal pour qu'il démonte toutes les pièces et qu'il la rende d'origine pour retourner prouver aux flics qu'il l'a remis d'origine. Sachant qu'il a revendu toutes les pièces d'origine. Donc c'est pour ça qu'il veut me la vendre. Il m'a dit, mais en fait, c'est plus simple que je te la vende et que tu la ramènes en France plutôt que je me fasse chier à tout démonter. Donc on va voir comment ça se passe. Bah, il faut te faire un prix là. Là, t'as un levier, la balle est dans ton camp. Surtout, comment tu récupères une voiture comme ça? T'as une carte grise quand même, enfin n'importe quoi, hein, une preuve de son état, quelque chose. Coucou. What the fuck? La schtroumpferie. La schtroumpferie, oui. Non, c'était autre chose. Voilà, on va se faire ban. C'est bien. Alors ça va, un doigt, il y a encore le droit, tout va bien. Oui, tant qu'on voit le doigt. De bons souvenirs donc. Très bien, voilà, c'était mon petit trip aux États-Unis. Ça s'est bien passé en tout cas. Et puis, t'as envie d'y rester ou quand tu reviens en France, t'es quand même content de revenir? Toujours la question. Je suis revenu pour faire des trucs cool puisque j'ai enchaîné direct sur Suisse, Italie et ça, vous aurez les images bientôt de ce que j'ai fait là-bas. C'est incroyable. Non mais ouais, attends. T'étais pas comme ça il y a encore un an et demi là? Quoi? Si, toujours. Ouais, non, c'est au contraire. Là, c'est genre chaque minute de sa vie, il a là. Il avait une vie à 1000 à l'heure, mais il pas qu'il y a un an et demi, c'est parce qu'il y avait le Covid. Ah ouais, c'est vrai. Tu m'as pas connu en 2019 où c'était n'importe quoi. C'est en train de redevenir n'importe quoi, mais c'est cool, je me plains pas. Tu kiffes c'est génial, mais là j'ai atterri des États-Unis, je suis même pas rentré chez moi, je suis rentré dans une voiture et je suis parti en Suisse, puis à Turin, et sur le chemin du retour, je peux vous dire que j'étais pas au top. Alors j'y suis allé en Tesla, ça c'est une belle histoire. Ouais, j'ai vu ça. Tesla de Paris à Turin, autopilote, rien à foutre. Non mais voilà, tu recharges et tout, il y a vraiment pas à avoir peur du range longues distances, t'en fous. La voiture, on lui a mis, je sais pas, 2500 bornes en 3 jours. Est-ce que c'est ce que je disais, mais genre, ah non, tu comprends. Non, puis c'est marrant, j'aime bien devoir prévoir le trajet à l'avance. Tu vois, je fais mon petit plan, je regarde où est-ce qu'elle me fait m'arrêter. Des fois, elle te dit pas le meilleur endroit. Des fois, tu peux aller plus loin et puis au final, du coup, recharger moins longtemps avant d'aller au prochain. À chaque fois qu'elle me disait recharge 55 minutes à cet endroit-là, au bout de 25 minutes, c'était torché, c'était bon, je pouvais repartir. Ouais. Donc, et encore une fois, j'ai le modèle comme toi, de base. Le modèle prolo. Ouais.
Donc même avec le modèle de base, on peut traverser l'Europe en Tesla, il y a aucun problème là-dessus. Mais donc il y aura d'autres histoires, on vous racontera. En Suisse, on a essayé une Pagani Huayra qui était assez sympathique. Mais par contre, moi, c'est quand même l'Italie où j'ai préféré, où on a essayé la nouvelle Lancia Stratos, qu'ils ont sorti en 2018 déjà, mais c'est une édition limitée à 25 exemplaires. Ils en ont encore une dizaine à vendre, donc si vous avez 600 000 € à claquer pour une Lancia Stratos... Ils n'ont pas toutes vendu leurs trucs, là. Mais le Covid est arrivé au milieu, donc voilà. Mais la voiture est incroyable, c'est sur une base de Ferrari F430, enfin c'est un beau projet. On a hâte de voir ça. Allez voir sur la chaîne YouTube de Franck. Tu nous rappelles l'intitulé exact de YouTube, Movie Car Central. Voilà. Sur les réseaux, c'est Franck My Life. Tout à fait, c'est plus simple. Une life de fou. On va passer à Max qui va nous parler du mondial de l'auto. Ah oui. Oui, c'est assez court, mais sachez qu'il aura lieu. Voilà, il va exister. Il est de retour. Non, mais ça, on avait peur qu'il soit mort. Non, mais c'est vrai. Alors attends, ça va être le vrai ou le Paris Motor Show qu'ils avaient. Non, le Paris Mobility Show. Tu sais, ils avaient créé un truc secondaire qui devait logiquement remplacer le. Non, c'est le mondial de l'auto là. C'est juste le normal. Ok. Cette nouvelle édition sera plus courte, sur une seule semaine, du lundi au dimanche. Et le salon, lui. Alors attends, je dis des bêtises, excusez-moi. Il a été annulé en 2020. Faute au Covid évidemment. Il sera de retour du coup effectivement en 2022 avec une formule revue en profondeur. Voilà. Sachant que c'est tous les 2 ans à la base. Donc, exactement. Voilà, en 2021 c'est normal qu'il n'y ait pas eu... Il sera donc sur une semaine du lundi au dimanche et il aura lieu plus tard qu'à l'accoutumée. Ce sera donc du 17 au 23 octobre. D'accord, donc notez bien les dates, puisque voilà, il va évidemment falloir aller se rendre sur place, puisque s'il y a du monde, eh bien, ça aidera ce genre de salon à rester vivant, un petit peu comme Renault. Toujours debout. Tout à fait. Voilà, pas grand chose d'autre à en dire, si ce n'est que voilà, c'est confirmé. Il commence à mettre en place la communication autour du salon. On a eu l'affiche. Donc voilà, qui a si été vous dévoilée. voulez, voilà, ouais, la petite affiche. Ça. Et puis surtout le nom de ce mondial. Comment il s'appelle? Revolution is on. Donc c'est résolument tourné vers le futur. On sait qu'il y a la 408. Ça va parler de l'électrique là, ouais. Il y a la 408 qui va être révélée fin 2022, donc on est dans la même timeline. Exactement. Renault mettra en avant l'Austral, le concept de futur scénic électrique. Peugeot exposera son SUV coupé sur base de 308. Voilà. Ouais. Il faut savoir que Genève est annulée. Munich n'est pas prévu avant 2023. Donc le mondial de l'auto 2022, c'est peut-être le seul vraiment gros salon de la mobilité qu'on va avoir et on aura du coup le monopole. Après, moi j'ai vraiment hâte d'y aller. J'en rate pas un depuis quelques années. Là, j'ai toujours adoré le mondial de l'auto, même s'il y a un peu de monde. 1 million de personnes s'étaient déplacées en 2018. Ouais. Pas mal. J'espère que ça sera pas trop boring. Parlons de salon, il y a Rétromobile qui commence à partir de demain. Ah, c'est déjà Rétromobile. Pour les vieilles voitures. Ah ouais. On verra évidemment ce à quoi ça ressemblera, qu'est-ce qu'on va trouver sur place, est-ce qu'il y aura une vraie... Effectivement, ils le disent, Revolution is on. Est-ce qu'on va vraiment sentir cette révolution électrique en visitant ce salon de l'auto? C'est ce qu'on va voir, mais je pense que oui quand même. Ouais, ça n'a pas l'air d'être que sur le fait que les voitures soient électriques. La révolution, ils parlent de faire tout un tas d'événements dans l'événement, de parcours clients différents, de choses comme ça. Ok, ça on verra. Mais moi, ce que j'attends beaucoup, de plus en plus aussi, c'est qu'au salon de l'auto, c'est même plus un salon de la mobilité, quoi. Oui. Parce qu'il n'y a pas du tout que des autos. Il y a aussi effectivement pas mal de motos. Et effectivement, la révolution électrique des motos tarde à arriver, mais c'est en route, quoi. Et je me dis, là, fin d'année, il y a moyen de présenter pas mal de choses très concrètes. Donc ça va être intéressant. Très bien, ça c'est une très bonne nouvelle, je pense qu'on y sera tous. Ah bah oui, là c'est à Paris, on n'a pas d'excuses, franchement, c'est mort, on y va, clairement. Effectivement. En live? On peut, franchement, on verra, est-ce qu'on y va en live, est-ce qu'on tourne un sujet sur place, tout est possible. Si c'est toute la semaine, on peut être le mardi là-bas. Complètement. Ça va être cool. On envoie Jumper le vendredi. Il faut qu'on passe 2-3 coups de fil, mais on va voir. Les OP. Encore, tu l'as eu. Ouais, bien sûr. On a une autre news, un train sur route. Qu'est-ce que... Alors ça, je suis tombé sur ça, c'est ce Actu what the fuck, franchement je te laisse afficher les images. Ça s'appelle Flexi, c'est la SNCF qui vient de dévoiler ça. Oh non, mais ça me dégoûte. Non mais laisse-moi aller au bout.
Est-ce que tu sais à quoi ça sert? À pas être en grève. À pas être en grève, À être peut-être. à l'heure. Le but, c'est d'exploiter des zones ferroviaires qui ne sont plus exploitées pour le moment. Donc en fait, c'est notamment pour les zones un peu de ruralité avancée, quoi. Eh bien, c'est d'amener le train là où les gens ne l'ont pas ou plus. Et donc, Attends, il peut Non, c'est sortir bien. des rails ou il reste alors sur oui, les rails? il peut rouler sur la route et il peut rouler sur les rails. Et donc attends. du coup, les gens peuvent monter dedans et ensuite il va aller rejoindre les rails et pouvoir rejoindre du coup une gare X ou Y. C'est un véhicule qui peut transporter jusqu'à 9 personnes. C'est hyper bien. En plus du conducteur. La réalité augmentée est vachement bien foutue là, dans leur truc. C'est assez propre, hein. On pourrait y croire, leur petite 3D là. Mais Le mec voilà. qui lag quand il marche. Alors, le principe, c'est que tu réserves ça via une application qui te donne la position du véhicule en temps réel. Et en fait, voilà, c'est exactement ce qu'ils expliquent. C'est un véhicule qui va te permettre non seulement d'exploiter les lignes ferroviaires qui ne le sont plus trop, voire même celles qui sont potentiellement plus en état, tu vois. Mais en fait, comme c'est un véhicule qui est assez léger, bah, il va pouvoir se mouvoir assez facilement. Ça va être OK pour lui. Et puis bah, derrière, forcément, Mais attends, une fois que tu es sur le rail, tu Donc il est autonome là. Non, il y a quelqu'un qui pilote. D'accord, j'allais te dire parce qu'il y a une vache qui Il y a passe. quelqu'un qui pilote. Qui Les gère. voies qui sont plus entretenues depuis 40 ans, tu crois qu'elles sont encore en état de recevoir ça? Ils vont Et être il ira obligés sur la de route, remettre. j'imagine. Sincèrement, je prends l'exemple de par chez moi. J'habite dans un petit village de l'Aube où il y a une voie de chemin de fer qui est utilisée une fois par semaine par un train de transport de marchandises. Donc la voie est globalement entretenu. Les passages à niveau fonctionnent même encore. Même des fois, ils se déclenchent sans qu'il y ait de train qui arrive. Typiquement, ce genre d'engin-là est totalement adapté à ce genre d'environnement rural tel que je connais. Elle Bon, là, on a dessert la chié sur gare le de budget. Troyes, elle Non, dessert mais- la gare de Bar-sur-Aube, de Vendôme-sur-Barse. Donc en vrai, tu peux te déplacer dans l'Aube via des voies assez tranquilles et tu peux tu vas en envoyer plus d'un, des trucs comme ça. Alors, dedans, moi, je serais pas tranquille. Hein, Pourquoi? parce que je me dirais, attends, imagine, il y a un train qui a oublié de dire qu'il passait par là. J'aurais toujours la sensation qu'à un moment donné, ça arrive droit sur Mais ma gueule. ces véhicules-là vont pas sur les voies qui sont empruntées par les trains à grande vitesse. Et deuxième chose, tu as dit que pour le réserver, il fallait passer par une appli. Dans les zones de grande ruralité où, a priori, sur des transports de petites personnes, tu vois, on pense à des personnes âgées, tous ne sont pas équipés en couverture réseau, tous n'ont pas un smartphone. Tu vois, j'espère qu'il y aura quand même une Non, billetterie par contre, la physique. couverture réseau, là, faut arrêter. Non, Même dans ça mon marche bled, pas. dans mon bled de 200 habitants, j'ai la couverture réseau. J'insiste, dans l'Aveyron, j'ai passé beaucoup d'été dans l'Aveyron, tu n'as pas de réseau. Tu n'as pas une barre. Il y a combien de temps? Il y a encore jusqu'à cette année. Ah Tu ouais n'as pas une barre. C'est Peu t'as importe. juste le mauvais opérateur pour Non, ta ma région. mère elle est chez Free, mon père il est chez Orange, moi je suis chez Bouygues. Aucun Pas ne de réseau. passe. Rien, jamais. Tu peux à peine passer un coup de fil et même là ça coupe. Papa, maman, vous êtes dans le chat, je le sais, Mais dites-le. cela dit, j'ai envie de te dire, si tu veux du réseau, casse-toi d'ici. Et c'est bien qu'il y ait des zones sans réseau parce qu'il y a aussi des gens qui veulent pouvoir avoir des zones coupées de tout. Ah mais certes, mais ces gens-là ont peut-être envie aussi d'avoir ce genre de véhicule. J'espère juste qu'il y aura une billetterie Il physique. y a un moment, les gars, si tu veux être coupé de tout, eh ben t'es coupé de tout. Mais c'est Hein, nous toujours, emmerde. oui, Putain, c'est je crois. ça. Il y a Ah, un je suis moment, pas les d'accord. cas particuliers de cas particuliers. Et moi, j'ai pas de réseau. Il y a toujours des excuses. Mais non. Il y a 70 millions de Français, je sais pas quels sont les chiffres. Oh, je vais aller regarder, Bah, mais à on mon va avis, Ah non. s'il y a 2 putains de pourcents qui n'ont pas de réseau, c'est Essayons quand même le bout du d'apporter monde. des solutions quand même aux Ce que gens. je veux Ce dire, genre c'est que- de solutions et des solutions qui sont cool quand Mais même. oui, mais ce genre de solution répond aussi à ces personnes-là qui sont dans des zones hyper reculées. Et non, ne croyez pas qu'il y a de la 5G partout, vraiment. Non, mais de la 5G, Après, c'est au travail. n'exagère pas. Enfin, de toute façon, quand bien même si tout passe pas forcément par une application, tu vois, il y a un moment, si tu as des voitures de la SNCF qui passent pour faire des roulements, des navettes de rotation, pour faire le lien entre la campagne et la ville, il y a des horaires de passage et tu vas pouvoir aller prendre ça comme n'importe quel bus ou n'importe quel machin. Il n'y a pas forcément besoin, si c'est vraiment, d'une application et de connectivité pour là, que j'en ce sais soit. rien. en J'étais, l'état, cela dit, un petit peu loin du compte. Effectivement, j'ai dit Il dit que 2%. c'était sur une appli. J'ai dit 2%. C'était 7, c'est quand même 3 fois plus. Mais 7 Français sur 100 apparemment n'ont ni smartphone ni accès à Internet à leur domicile. Eh oui. Bon alors,
sur ces 7%, quelle est la proportion pour qui c'est un choix et la proportion pour qui c'est une contrainte? Je subis. Ça, j'avoue que je ne le sais pas encore. Dans ces zones, en tout cas, encore une fois, ça c'est de mon expérience, et dans l'Aveyron, là où je suis, sur la couvertoirade, les gens ont en moyenne 70 à 80 ans. C'est pas que c'est un choix, c'est que ça a toujours été comme ça. Ils ont grandi là, ils sont nés là et ils mourront là, tu vois. Ils vont pas déménager pour avoir la 5G, quoi. C'est juste qu'ils sont là et que pour aller déposer le truc aux impôts, ils doivent prendre la voiture et ils doivent faire tant de kilomètres pour aller au centre-ville et pour... tu vois, c'est à l'ancienne, quoi. Je complète avec quelques chiffres. 90% des Français ont un smartphone. Donc ça, c'est quand même très très répandu. Ouais. C'est difficile maintenant de dire oui, mais est-ce que j'ai un smartphone? Ça commence à être en marge. Combien? 90% des gens ont un smartphone. Alors, on parle de Français âgés de 15 ans ou plus. D'accord. Ma question suivante. Oui. 78% seulement des Français ont un accès à Internet résidentiel. 75% des Français ont accès aux 2 moyens de se connecter au web. Ça veut dire que 15% des Français n'ont qu'un smartphone et 3% n'ont qu'un accès à domicile. Voilà. Donc c'est quand même assez marginal, mais oui, tu as raison, Marie, ça existe. En fait, comme c'est marginal, et c'est sûr, il y a des gens dans le chat qui disent on ne vit pas tous en ville, tu vois. Non, et ça, c'est des réponses. Là, c'est pas le problème. Oui, non, c'est des réponses qui s'adressent à ces gens. Ça s'adresse pas à nous. Je la rejoins sur ce sujet. Le flexi, il est fait pour aller justement dans les zones de ruralité. Voilà. Il n'est pas fait pour les Parisiens, quoi. Ça n'a pas vraiment de sens de dire vous pouvez la commander avec une application, mais après, au-delà de l'application, tu peux effectivement avoir juste Internet chez toi. Après, c'est au travail. Oui, totalement. Ça a toujours été au travail des maires et aux élus locaux de faire aussi le lien entre leurs moyens de mobilité, leur connexion et la population de leur village. Puis il y a autre chose. C'est des rôles d'élus. C'est que les chiffres qu'on donne là, on est en 2022. Ça va probablement évoluer quand même un petit peu dans les années à venir. Le flexi, on n'en verra pas un sur la route avant 2024-2025. Ah, d'accord. Oui. Donc, il y a un petit peu de temps aussi avant que ça arrive. Ça va créer de l'emploi puisqu'il faut des pilotes. C'est bien. A priori. Le fait est, c'est que après c'est le chien qui se mord la queue. Il faut que l'on trouve des moyens de mobilité, qu'on mette en avant des moyens de mobilité pour que ces moyens de mobilité deviennent aussi des habitudes et que avec le temps, ces zones rurales puissent devenir de plus en plus accessibles, attrayantes pour certaines personnes, parce que des moyens de déplacement peut-être un peu plus doux, un peu plus faciles pour les déplacements de la vie de tous les jours. Ça roule jusqu'à 60 km/h sur les rails et ça va exploiter des lignes ferroviaires qui ne sont plus utilisées de 10 à 30 km de longueur pour rejoindre des grands axes. Voilà, l'idée c'est de pouvoir générer de la thune là où ça n'en génère plus avec quelque chose qui répond aux besoins, c'est-à-dire des véhicules qui transportent peu de personnes parce que peu de personnes ont besoin de ça. Ça a l'air pas beaucoup 60 km/h sur les rails, mais il faut savoir que c'est 60 constants. D'une voiture qui ne va pas varier sa vitesse parce qu'elle croise un hameau ou un village ou un truc comme ça. Donc, combien les TER avec des vitesses limitées sur nationale aujourd'hui quasiment à 80 un peu partout en France, on n'est pas si loin non plus de la vitesse de déplacement. Et surtout, si vous avez fait des trajets de nationale ou de départemental, vous savez que la plupart du temps, vous ralentissez à 50 pour passer dans un village, voire à 30 dans énormément de zones à 30, parce que beaucoup de villages ont des traversées d'enfants pour des collèges, des écoles en leur sein et demandent aux voitures de ralentir à 30 km/h. Donc, la vitesse moyenne sur un trajet quotidien, à mon avis, en zone rurale, même si vous avez 20-30 km à faire, je doute qu'elle soit de 80 km/h. Je trouve ça quand même si le véhicule a l'air chelou, je trouve ça cool d'avoir un truc qui est très 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 vitré où tu peux quand même profiter un peu de ce qu'il y a autour. Cool. C'est un peu mieux qu'un genre de Uber géant. J'ai hâte d'avoir les mêmes mais sans pilote, quoi. On est assez d'accord, mais ça, il va falloir attendre plutôt 20 ans. Probablement. Malheureusement. Après, c'est la SNCF qui est derrière. Peut-être 40. Peut-être 40. 20 ans, tu es optimiste peut-être? On ne sait pas. Les gens, ça sent le bide. Non, je pense pas. Honnêtement, il y a des gens compétents qui travaillent sur ce genre de marché. Et puis surtout, les attentes
sont pas faramineuses. On n'est pas sur des véhicules où les mecs sont pas là à se dire ok, il faut qu'on transporte 300 000 personnes à l'année. C'est 9 personnes là. Là, tranquille, s'il y en a 2. Ouais, puis je pense que c'est ce genre de petit véhicule, justement, ça se module assez bien en fonction de la demande. T'en rajoutes un s'il y a vraiment beaucoup de demandes. On en avait prévu une flotte de 3, on en diminue de 1. C'est pas grave. On transmet les véhicules d'une région à l'autre. Ouais. Je pense qu'il y a un moyen d'optimiser ce réseau-là et en effet, ça peut être assez intéressant pour se transporter. En tout cas, je trouve ça pas con. La voiture, mais l'idée mix, c'est que ça coûte moins cher quand même. Le mix rail-route se développe de plus en plus. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait avant, parce que je trouve ça pas si con. Mais là, SNCF le fait. On en parlait il y a pas trop longtemps où je disais que près de chez moi, il va y avoir un genre de bus tram là. Ouais. Le Tezen, ça s'appelle comme ça, qui va arriver. Il y en a plusieurs qui vont arriver dans Paris. Et pareil, c'est un concept de... C'est un mix bus-tram, tu vois, qui fait sens. Je trouve que ça permet en fait de ne pas forcément péter toute l'infrastructure juste pour un véhicule, mais de dire on s'adapte à l'existant. C'est pas con. Alors les gens qui demandent dans le chat, c'est le Flexi qui va être mis en place par la SNCF. Exactement. Pour ceux qui veulent revoir la vidéo. On va continuer avec toi, Max, puisque tu avais quand même... Vous avez suivi peut-être l'accident de Tesla Model 3, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, qui avait eu lieu à Paris. Un accident qui a malheureusement fait un mort, une vingtaine de blessés. Et en plein milieu, donc c'était un taxi du réseau G7. Et à partir du moment où il y a eu cet accident, alors il faut savoir que le taxi en question ne transportait pas de clients, il était en dehors de sa course et il transportait des membres de sa famille. Et alors je crois que eux dans la voiture il n'y a pas eu de souci. C'est la personne qui l'a écrasé qui s'en est pas sorti. Par contre, du coup lui ensuite sur l'interrogatoire a expliqué qu'il n'a rien fait de particulier, qu'en gros il n'a pas voulu rouler vite et qu'en fait il a perdu le contrôle du véhicule et que c'est le véhicule qui se sera emballé. Or du coup, forcément, il y a eu pas mal de grands titres dans les journaux à base de la Tesla folle au milieu de Paris, machin, tout ça. Ce qui évidemment, en possesseur de Tesla, moi m'a fait hurler parce que quand il y a un accident de voiture, on ne précise jamais la marque de la voiture, sauf quand c'est Tesla. Ça me trigger. Mais bref, peu importe. Toujours est-il que du coup il y a eu une enquête. Le truc, c'est qu'effectivement, les données qui sont dans les véhicules Tesla, en tout cas, sont enregistrées tu peux rien à cacher, distance. Tu peux pas cacher grand-chose. C'est une boîte noire intégrée. L'enquête première qui a été faite, c'était évidemment d'interroger Tesla qui a dit il n'y a eu aucune défaillance sur le véhicule avant l'accident. Donc, ils n'ont pas affirmé à 100% que ça n'était pas le véhicule sur certains, mais en gros, ce qu'ils ont dit, c'est nous n'avons aucun élément pour dire qu'il y a eu un problème sur le véhicule. C'est produit à quelle vitesse cet accident ? Je t'avoue que je ne sais plus parce que c'était pas le cœur de cette news-là. Non, c'était dans Paris. Dans Paris, d'accord. C'était dans Paris. Il y a des enregistrements vidéo. Il y a des caméras de sécurité en fait qui étaient dans des restaurants. Et en fait, tu vois par la vitrine du restaurant le véhicule qui trace à une vitesse hallucinante et les gens dans le restaurant qui sont en mode... Donc pour que les gens se retournent à l'intérieur du restaurant parce qu'un véhicule à l'extérieur va trop vite, je peux te dire que ça va très très vite. Il n'était pas en autopilotage, quoi. Non. La voiture n'aurait pas laissé à cette vitesse. En gros, ce qu'on peut être amené à penser, mais encore une fois, je ne veux pas tenir ces propos de manière sûre parce que j'y étais pas, je ne l'ai pas vécu, je ne veux pas accuser quelqu'un à tort ou quoi que ce soit, mais ce qui est probable, c'est qu'en fait, il était en version sport ou standard, c'est le truc qui décolle d'un coup là, et que dans un moment de panique quelconque, en fait, au lieu d'écraser le frein, il aurait écrasé l'accélérateur. Et puis franchement, il faut 5 secondes pour se foutre dans le mur. Donc voilà, c'est ce qu'on peut penser, mais parce que justement, lui en plus dans sa déposition dit j'ai écrasé le frein et la voiture n'a pas freiné. On peut se dire qu'il laisse. Petite vidéo complémentaire peut-être par rapport à ça, je ne sais pas si tu peux nous passer ça, mon très cher Denis, mais je t'ai envoyé le site Carwow a fait justement un test de système de freinage automatique chez les Tesla Model 3 pour voir si une Tesla était capable de tuer un chat.
par exemple, tu vois, un chat passe sur la route, est-ce que la Tesla va freiner automatiquement si jamais... Denis, t'as dit quoi ? Ouais, je vais te la mettre dans le runner, tout à fait, ça sera beaucoup plus simple. Attention, voilà, dans illustration le sable, paf, elle est justement pile poil là. Et ce que montre cette vidéo, c'est dès qu'il y a un être humain qui traverse la route, donc ils font la comparaison entre la Tesla Model 3 et la Volvo V50 Volvo qui est super réputée pour, en tout cas, ses systèmes de sécurité. Voilà, il a pris un champ empaillé et il vérifie un peu tout ça. Être humain, elle va s'arrêter, mais genre toute seule, vraiment, c'est imbloquable. Quel que soit l'être humain qui passe, elle s'arrêtera, elle ne l'écrasera pas. À partir du moment où vous respectez la limitation de vitesse et où vous n'écrasez pas l'accélérateur lorsque le système de freinage automatique s'enclenche. Car il est illégal de c'est des faire en miles, sorte que... c'est pas des km/h là, parce qu'on a c'est vu des miles, 20... oui. C'est des miles, oui, c'est 20 miles à l'heure, mais il est illégal en fait que la voiture prenne totalement le contrôle sur le pilote. Donc c'est-à-dire que si le pilote écrase la pédale d'accélérateur au moment où le freinage automatique se lance, la voiture est obligé de laisser le pilote volontairement continuer d'accélérer et donc probablement d'écraser le passant. Donc ce qui constate, c'est que la voiture s'arrête de façon impeccable lorsque c'est un adulte qui passe. Ils essayent de faire ça avec une photo d'Elon Musk, histoire de rigoler un tout petit peu. Elle s'arrête aussi lorsque c'est un animal assez gros, du genre un kangourou qui envisage être un peu grand, comme un enfant, tu vois. Par contre, le chat, le chien, le mulot, la musaraigne, ça... Regardez, donc là, Elon Musk est là. Et là, hop, la voiture va s'arrêter d'elle-même. Donc ça, c'est la Volvo qui va s'arrêter plus près d'ailleurs que la Tesla. Tu vois, la Tesla s'arrête 2 fois plus tôt que la Volvo. En revanche, les chats, la voiture ne va pas s'arrêter. Et globalement, tout ce qui est au sol, la voiture va s'arrêter. Elle va reconnaître les plots, mais elle ne va pas s'arrêter pour les petits animaux. Et l'explication, il est un peu simple, c'est que si le système de freinage automatique s'enclenchait pour toutes les petites bêtes ou pour tous les trucs qui étaient présents au sol, qui peuvent être ni plus ni moins, non pas un animal, mais un sac plastique ou une merde, la voiture se mettrait à freiner à des endroits... Tu peux faire un accident parce que la bagnole de derrière... Exactement. Clairement. Ça représenterait un danger. Et déjà, il arrive, moi il m'arrive sur le périph, d'avoir effectivement la Tesla qui... Tu vois la Volvo écrase le kangourou. Hein. Qui me met des coups de frein, juste parce qu'au moment d'arriver près d'un tunnel, elle se dit tiens c'est bizarre, la luminosité elle passe de 100 à 0, il y a peut-être un truc, et dans le doute elle me met un coup de frein qui me surprend un petit peu, tu vois. Ou même si la voiture de la voie de droite elle vient un tout petit peu sur la bande entre toi et elle, elle met un gros coup de frein. On voit ici le test avec le chien. Bon, je préfère qu'elle freine trop que pas assez. Hein. La Tesla ne s'arrêtera pas si c'est un petit chien de cette taille-là. Le truc c'est que Tesla travaille actuellement beaucoup sur les mécanismes de reconnaissance réelle de l'objet présent sur la route, tu vois, et c'est pour ça qu'il travaille sur les processeurs en interne. Mais aujourd'hui, une Tesla Ragnar, Model 3, Ragnar est mort. Une Tesla est incapable de reconnaître et de faire la différence entre une peluche, un animal réel ou ce genre de choses-là, tu vois. Lorsque ce sera le cas, on pourra peut-être faire un peu plus confiance aux voitures et aux IA. Actuellement, aujourd'hui, les humains, il n'y a aucun problème de reconnaissance. Ça me fait mal au cœur alors que c'est une peluche. Ouais, les tests sont là. Mais tu vois, la voiture ne s'arrêtera pas pour des animaux comme ça. Mais bref, en tout cas, pour un humain, effectivement, ça s'arrête. Donc je termine ma news sur ça. Effectivement, suite à ce grave accident, G7 avait décidé de suspendre 37 véhicules identiques que comptait sa flotte. Donc effectivement, que des modèles Tesla Model 3. Suite aux différentes enquêtes qu'il y a eu, eh bien, ils expliquent que si le travail de cet expert n'a pas permis de relever de vices ou de défaillances du véhicule, il a en revanche mis en lumière le fait que la Tesla Model 3 n'est pas un véhicule comme les autres et que les équipements de cette voiture et la technologie embarquée nécessitent, pour être parfaitement maîtrisés, une formation qui, seule, permet d'assurer un niveau de sécurité maximum. De même, il est apparu qu'une vigilance particulière devait être portée aux mises à jour des systèmes et la nécessité d'y procéder régulièrement. Compte tenu de ces différents éléments et en attendant les conclusions de l'enquête judiciaire, nous avons décidé que tout chauffeur équipé d'un véhicule Tesla Model 3 pourrait se reconnecter à notre plateforme sous certaines conditions. Les chauffeurs ont accepté de suivre une formation spécifique et peuvent ensuite reprendre leur liaison avec G7 globalement. Ils vont devoir payer en plus de leur plaque et de leur droit de... Je pense que peut-être G7 leur offre la formation quand même. J'espère bien. Après, soyons... Je pense que... Je n'ai pas les détails là, mais je pense que c'est une formation...
passe 1 heure avec un mec qui juste explique chaque bouton à quoi ça sert et au revoir. Enfin, en fait, quand ils disent la Tesla n'est pas un véhicule comme un autre, si, juste le tableau de bord est effectivement plus geek que d'autres caisses, c'est tout. Les mecs qui Moi, je achètent trouve ça en que général, ça fait je pense partie qu'ils des véhicules savent, les plus simples à utiliser. Bah, Je c'est peux clair. croire que quand tu montes dans les dernières allemandes, il y a tellement de boutons de partout, de fonctionnalités, de trucs, de machin, c'est à n'y rien comprendre. Ça En plus, du coup, cette formation n'est pas imposée aux chauffeurs de modèle S. Ils sont si nombreux chez G7. Ça n'a aucun sens. Ils le font uniquement à Ils des ont fins juste de com disclaimé. pour Voilà. dire c'est pas nous, vous pouvez retourner dans nos bagnoles, on a fait ce qu'il fallait, merci, au revoir. Non, mais le mec était même pas en fonction. Il est affilié Flotte G7, mais. enfin, Ils le font, c'est un truc Voilà, pour. rien Le de font pour l'image. T'as fait la mise à jour du logiciel depuis la dernière fois? Tout a changé, hein, c'est un bordel. Ouais. Mais c'est beaucoup moi moins aussi, bien qu'avant. je me perds. Avant, Je préfère avant, ouais. avant, t'avais le désembuage, par exemple, qui était un bouton direct. Là, t'es obligé d'aller dans le menu du Tout à chauffage. Du coup, ça t'allume le chauffage, alors que t'en veux pas forcément, pour aller chercher le Ah, désembuage. Je suis d'accord. la gestion du chauffage dans la nouvelle interface est une calamité. Ouais. C'est catastrophique. Effectivement, l'interface est pas ouf. Et au-delà de ça, c'est pareil. Ça m'a fait un peu l'effet iPhone. Et en fait, j'ai un peu peur, effectivement, que les véhicules, petit à petit, enfin, je dis iPhone, smartphone en général, c'est à force de faire des mises à jour sur ton smartphone. Quand ton smartphone a 6 ans et que tu continues à faire les mises à jour, il commence à ramer parce qu'en fait, les mises à jour sont de plus en plus véloces, lourdes et nécessitent des ressources. Et en fait, ton téléphone ne suit plus et ça se met à ramer. Et bien, sur la nouvelle interface que vous êtes en train de voir là, justement, c'est le cas. Oh, j'aime bien le vert. Et bien, j'avoue. eh bien, quand tu mets la caméra arrière, donc tu te mets à reculer, bon, je sais pas vous, mais moi, ma caméra, elle lag un peu au début. Ah ouais? Donc, ce qui est chiant, c'est que moi, en plus, je suis plutôt je fais le pilote quand je conduis, tu vois, c'est-à-dire que quand je passe la marche arrière, Faut que ça arrive tout de suite. 3 secondes plus tard, ma marche arrière est terminée, je suis déjà passé en marche avant. Donc, si je dois passer en marche arrière et attendre un peu, tu sais, ce moment où la cam, elle s'affiche tout de suite, mais ça lag un peu et au bout d'un moment, hop, ça y est, ça devient fluide. Je suis en mode, frérot, je suis déjà dans le mur là, t'es ouf ou quoi? Donc ça me gonfle un peu et j'avoue que j'aimerais pouvoir revenir au système J'aimerais bien précédent. qu'il laisse le choix, parce que c'était beaucoup plus Mais intuitif. surtout que si je me dis, enfin, tu vois, c'est un véhicule qui a la chance de pouvoir faire plus de 500 000 bornes. Très bien. Mais si le logiciel derrière te permet pas de Ne faire suit 500 000 pas. bornes, si tu te retrouves à avoir un véhicule qui coûte quand même 35 000 euros et qu'en fait, il faut que tu le changes tous les 3 ans parce que le logiciel ne suit Tu plus. es en train de parler d'obsolescence programmée, sachant que Bah ouais. Oui. Tesla a déjà mis en place l'upgrade hardware de ses voitures. Vous allez voir que le hardware mais des faut voitures payer. peut être... Oui, mais l'hardware des voitures peut être augmenté. Donc, qui te dit que tu ne pourras pas augmenter tout simplement l'ordinateur de bord de ta voiture? Après. Ça sera aussi peut-être possible. Tu ne seras pas obligé de changer de voiture car les batteries, elles, sont garanties 500 000. Et J'entends oui, bien. les batteries font 500 000. Après, l'argument, évidemment, si tu veux être un peu pro-Tesla, c'est de dire oui, mais en fait, tu te plains de ça parce que cette voiture évolue, ce qui n'est pas le cas d'autres voitures. Donc forcément, elles ne peuvent pas bugger parce qu'en fait, quand elles sortent d'usine, elles ne bougent plus jusqu'à ce qu'elles meurent. Ça. Donc ça, effectivement. Mais du coup, je trouve que, ok, l'évolution, c'est très bien, mais il y a un moment donné, je ne comprends pas pourquoi ma caméra arrière bug. Ils auraient dû le tester. Et si c'est le cas, eh bien, ne pas autoriser cette mise à jour sur des véhicules qui n'ont pas l'ordinateur embarqué T'as fait un pour le audit, supporter. T'as fait un audit chez Tesla. Tu fais juste un audit. Tu fais un audit de ta voiture. Tu leur demandes un audit de ta voiture pour voir s'il n'y a pas une défaillance justement hardware ou logiciel dedans. Et puis ils te régleront ça à distance, hein, ça se trouve. Hein. Ok, j'irai faire ça. Mais Il y a effectivement, quelqu'un dans le ça chat me gonfle un qui peu. dit elle est peut-être pas programmée cette obsolescence aussi. Le proc suffisait il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est peut-être trop Oui, Là, juste. c'est ce que tu dis. Oui, c'est ce que je dis. Moi, c'est de ça que je parle. Je pense pas qu'ils fassent exprès. Je pense juste qu'ils ont poussé la mise à jour Toi, t'as un modèle sur tous les d'il y a 4 véhicules. ans, toi, ouais. J'ai un modèle d'il y a 2 Le ans. premier. 2 ans. Il y a une Donc autre. t'as quoi? T'as encore le modèle avec le Tegra Nvidia dedans ou t'as le modèle avec le Pros Tesla? Aucune idée. Ok. Tu vois, ça y communique Je ne mal sais pas ce là-dessus. que j'ai dedans. Est-ce que du coup, ce serait pas la Je meilleure peux passe juste D te dire que j'ai les bordures métalliques, quoi. Voilà, Est-ce que c'est ce tout. serait pas la Ouais. meilleure passe D pour dire que penser au leasing, c'est peut-être la meilleure solution? C'est vrai, c'est bien vu, ça. C'est pas mal, effectivement. Et, hein, Elle est forte, elle est forte, elle est très très forte. c'est un métier. Parlons un petit peu de leasing, effectivement. Est-ce que vous avez déjà tous utilisé du leasing autour de cette table? Et Je n'ai savez-vous pas ce que le permis, c'est? Tu n'as pas arrête le de permis. m'ostraciser. T'aurais pu faire un Non, mais leasing sur autre chose qu'une peut-être tes voiture. parents ou autre. Du leasing sur autre chose qu'une voiture, oui, ça existe sur les Ça existe, téléphones, ouais, par ça. exemple. Oula, Enfin, oula. téléphone, ça existe aux États-Unis. En France, le leasing, pas trop sur les téléphones, je crois pas. On peut louer Ça dépend. des Les petits téléphones amis dans et les offres des- d'abonnement, c'est un peu ça en au vrai. Japon.
Excuse-moi, On peut Marie. louer des petits copains au Japon. C'est du En leasing. Tu peux. Une valeur de rachat. Il y a des Tu peux dire, excusez-moi, je l'ai un peu l'ai pas. utilisé. C'est bien foncé. c'est une... Mais c'était une Dites-moi, parenthèse. attendez, mais la portière, là, monsieur, faut la réparer. Non. Pas du tout, Il il est plus en qui marche état. moins bien que l'autre. Il est plus en état. Oui, parlons un petit peu de leasing, puisque effectivement, je suis tombé sur un article qui fait un petit peu le point sur, voilà, quelle est la différence entre une LEA, une LDD, quels sont les avantages du leasing, quels sont les inconvénients du leasing, et conclusion. Pour qui c'est fait, pour qui c'est pas fait, et dans quel cadre devez-vous plutôt l'utiliser. Alors juste avant ça, un petit tour de table effectivement, qui est déjà passé par ce genre de système. Alors on rappelle, le leasing en gros c'est utiliser votre voiture par abonnement. D'accord, c'est le Netflix de la bagnole. C'est je paye une somme fixe tous les mois et j'ai un véhicule moderne, récent, et quand j'ai fini de payer mon abonnement, la voiture, elle dégage, et soit j'en prends une autre, soit j'en achète une autre. Enfin, je suis libéré de mon engagement. Et sur certains types de leasing, eh bien, vous pouvez, à la fin de votre abonnement, entre guillemets, de votre engagement, eh bien, vous pouvez dire, je rajoute un billet, je la garde, elle était trop bien, j'ai pas envie de changer. Voilà. Ça, c'est en gros le principe du leasing. Est-ce que vous avez déjà utilisé ça? Oui. J'ai utilisé ça, ma première voiture, et je l'ai, on va dire, souscrit en LOA. Chez BMW, donc une série 1 de 2016, un 114D. Et voilà, la voiture... Pourquoi tu as fait appel à du leasing plutôt que de faire un crédit? C'est simple. J'avais l'idée de rouler dans une voiture neuve à peu près tous les 3 ans pour avoir une voiture où j'avais jamais besoin de faire le moindre entretien. Parce qu'en 3 ans, en fait, tu n'as même pas le temps de faire un entretien sur ta voiture. Tu as une petite révision à la con. Mais après c'est tout. Le truc, c'est que, en fait, le calcul était vraiment très, très, très mauvais. Déjà, rien que pour accéder à un LOA sur sur la voiture, il a fallu que je fasse un apport relativement conséquent, plus une offre de reprise sur une voiture, pour ensuite avoir un LOA qui coûtait quand même 350 € par mois, hors coût de hors assurance du véhicule. Hors assurance, hors essence, ça commence à faire un petit assurance, budget. hors essence, tout ça pour rouler comme un kéké en BMW. Au final, Mais t'avais une belle bagnole. Non, mais la voiture, je l'adorais. J'ai fait beaucoup de distance avec ça. Mais au final, au bout de 3 ans, je l'ai rapporté chez BMW. Ils m'ont fait, oh là, attends. Petite rayure là, petite rayure ici, petite rayure. Vous êtes sûr que vous voulez pas reprendre un véhicule, monsieur Verdier? Et non, là, votre machine m'a coûté trop cher, j'en ai marre. Ah ouais, mais là, vous avez un petit pet là, vos jantes, elles sont un peu rayées, votre machin. Ils m'ont réclamé, je te jure, c'est pas une connerie, 2780 € au moment où j'ai rendu le véhicule. J'ai fait, vous êtes sérieux? J'aurais fait les matchs. T'avais vraiment rien. Je leur ai fait les matchs. J'ai fait, regardez, en 3 ans de location, j'ai roulé 30 000 km, je vous ai payé la voiture tant, c'est-à-dire que vous allez faire limite une plus-value de 10 000 € sur ce véhicule à la revente, et vous me demandez 2700 €, c'est juste une honte. Tout ça parce que je reprends pas de véhicule, parce que je sais très bien que si j'avais repris un véhicule chez vous, dit, bon, allez, vous m'aurez bon, exactement, il m'aurait élevé des frais. Je dis BMW, vous êtes des fils de pute. Plus jamais je reprendrai une voiture chez eux. Et là, je me suis braqué et j'ai fait, ok, maintenant la bagnole, c'est terminé pour moi. Et c'est le meilleur choix que j'ai jamais fait de toute ma life. Donc finalement, merci BMW. Il est très bon. Il est très bon. Du coup, Franck, le leasing. Le leasing, waouh, j'ai dû en faire, je sais pas, 6, 7 déjà. Ah oui, donc coutumier du fait. Ouais, j'en ai fait un paquet quand j'étais. Quel type de leasing? En LDD, plutôt en mode société, ou LOA en particulier? Alors LOA, c'est location avec option d'achat, et LDD, c'est location longue durée. La différence, c'est qu'en LDD, normalement, je dis normalement parce qu'il se trouve que en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. T'es pas censé racheter la voiture. Voilà, à la fin, tu rachètes pas la bagnole, mais du coup, l'avantage, c'est que tu n'as pas d'apport à faire, etc. Ouais, j'aurais pu revendre ma voiture pour solder le crédit, moi, LOA, par exemple. T'aurais pu faire ça. Alors, ça a beaucoup changé, moi, à l'époque où je faisais ça, c'était en
14, 13, un truc comme ça. Je sais que les taux ont vachement baissé, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Les taux étaient autour des 10 ou 11%. Donc à l'époque, la question se posait beaucoup, parce que quand tu prenais un crédit qui était chez CTLM à 3,9 ou un truc comme ça, et qu'en face, tu avais une LOA qui avait l'air moins cher parce que le loyer paraît attractif, sauf que la voiture, à la fin, tu as encore 20 ou 30% à remettre pour qu'elle soit vraiment à toi. Si tu comparais crédit et LOA, ça revenait moins cher d'acheter en crédit si, dans l'idée, tu voulais la garder. Si tu te dis non, je la garde pas, effectivement, la LOA, c'est intéressant, mais ce qu'il vient de dire est vrai. Tu as aussi la solution de la prendre en LOA. Tu la revends et tu soldes ton crédit du LOA. Et normalement, c'est ça qui est le plus optimisé si ta voiture est en bon état, c'est ça qui te fera perdre le moins d'argent. Sauf qu'il y a plein de gens qui prennent une LOA parce qu'ils veulent jamais de leur vie s'embêter à vendre une voiture. Exactement, en fait, c'est exactement ça. Donc c'est là que je vais y venir. C'est quoi les avantages du leasing ? Déjà, c'est le fait c'est la liberté d'esprit. Beaucoup. En fait, le leasing, c'est un luxe. C'est-à-dire que tu peux rouler avec un véhicule très récent, neuf, moderne, voilà, un truc qui vient de sortir. Tu n'as pas d'entretien à faire, ou en tout cas, quand il y en a, ça ne te coûte rien. Ça fait partie des services du leasing. Tu n'as pas à t'occuper de la revente du véhicule, puisque quand c'est terminé, tu rends les clés et tu te casses. Terminé. Éventuellement, majorant un petit billet si tu as fait de la merde. Mais, et encore, je dis faire de la merde. J'exagère, parce qu'en vrai, effectivement, tu l'as dit, des fois, pour une moindre rayure un peu relou, ils vont te saouler, alors que franchement, à un moment donné, c'est une bagnole, ça roule. J'avais les 4 jantes, une rayure sur le haut du toit et un pare-choc avant un peu enfoncé d'une merde que j'avais fait en Suisse. Non mais attends, un peu enfoncé, c'est que dalle, franchement. Et je te jure, c'est changer les 4 jantes, pour eux, ça leur coûte 0 à BMW. Pare-choc avant... Hop là. En plus j'ai pris le modèle noir de série, voilà, Drive to Survive, tu vois. Littéralement c'est 1 heure chez un mécano de faire ça. Tout le reste c'était nickel chrome, 1 heure de main d'œuvre et des pièces qui vendent peut-être 700 balles les 4 jantes, mais qui eux leur coûtent pas ça du tout. Attends, réellement il y avait donc le pare-choc qui était rayé. Ouais, pare-choc rayé ou vraiment bien défoncé. Non, pare-choc avant avait une petite enfonçure, il y avait un V d'enfoncé sur le pare-choc avant, une rayure sur le toit et les 4 jantes qui avaient pris des trottoirs. Aujourd'hui, des jantes pour 200 balles, t'en refais une. Refaire, je veux dire, tu l'emmènes chez un mec et tu répares la jante. C'est un des conseils que j'allais dire, c'est effectivement réparer votre caisse avant de l'emmener. J'aurais fait moi-même, jamais on m'aurait réclamé 2700 € pour les réparations qu'il y avait autour de la voiture, tu vois. C'est ça qui m'a énervé aussi, ils m'ont demandé plus que ce que ça m'aurait coûté pour aller faire réparer la bagnole chez un carrossier. Pour la défense de BMW, il semblerait que ce soit le cas un peu partout. On t'a réclamé, toi, de l'argent à chaque fois que tu as rendu tes véhicules? Moi, j'ai eu les deux côtés, parce qu'en fait, j'ai été vendeur Peugeot pendant 10 ans, donc j'ai récupéré plein de voitures aussi. On en apprend des choses. T'as été vendeur Peugeot pendant 10 ans, Tu as eu ce genre de discours? Oh là là, t'as eu une petite rayure, là? Mais en fait, c'est pas que j'ai eu, c'est qu'on était obligés. T'es formé pour ça, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Il y a ça, puis ils font venir un expert, attention. T'as vu ce qu'il a dit, que t'étais un fils. Exactement. Non, mais le truc, c'est aussi le problème, c'est qu'à Paris, j'ai bossé au début à Paris, après en Suisse. À Paris, les voitures sont toutes maravées quand elles reviennent. Les voitures, t'as toutes des panneaux de carrosserie pétés, des portes enfoncées. Un vélo qui passe d'un mec bourré. Donc le pet sur la portière, un vélo, la conduite des gens, le manque d'espace sur les routes. Le Sahara. Quand tu vas te garer dans un parking souterrain, il y a tellement peu de place que, frère, donc, Esteban Ocon doit toucher les murs, je pense. C'est ça. Les reprises à Paris, c'était très compliqué. Donc les rentrées de leasing, les restitutions, c'était un enfer. Surtout quand le mec il veut te racheter une voiture et que du coup t'as pas envie de lui dire en fait t'as perdu 10 000 balles parce qu'on va réparer ta caisse. Donc on s'en sortait d'une manière ou d'une autre parce qu'on essayait de faire passer une partie des réparations sur le leasing de la prochaine. On essayait de faire un micmac pour que ça soit pas trop douloureux pour le client. Sauf que il y a bien un moment où tu finis par payer parce que tu finis par ne peut-être plus reprendre de leasing et là faut payer quoi. Oui. Est-ce que tu es en train de dire que le leasing en Ile-de-France serait différent du leasing à Limoges?
Je sais pas pourquoi non, mais c'est sûr que après j'ai bossé à côté de Lausanne en Suisse. Là-bas, les bagnoles, elles revenaient, les mecs, limite, elles étaient plus propres que quand elles sortaient de l'usine. Donc, non, mais en tout cas, est-ce que c'est trop dangereux? Peut-être ça coûterait trop cher de faire du leasing. Non, il faut juste être sûr d'avoir une bonne assurance, parce qu'en fait, idéalement, quand tu as plein de trucs pétés, il faut faire raquer ton assurance. Il faut juste être sûr. Un bon coup, ça te coûte la franchise. Ouais, je sais. Alors, je sais pas maintenant. Est-ce qu'il y a toujours ce problème? Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai pas déclaré un truc en assurance, mais est-ce que tu as toujours le truc où quoi que tu déclares, ça te pourrit ton bonus pour les coups d'après? Ah oui, bien sûr. Ah oui, complètement. Ah oui. Bon, donc, non, mais c'est ça aussi. C'est le truc, c'est qu'à chaque fois, même si t'es pas responsable, ça te met pas de malus, mais c'est noté dans ton dossier. Si t'as pas de constat, moi déjà que l'assurance me coûtait cher, alors que la bagnole elle faisait 80 chevaux, hein, super génial. Tu fais ces réparations, tu fais tourner l'assurance réparation. L'assurance, c'est ni plus ni moins qu'aussi un autre crédit qui te fera récupérer sur un malus la valeur de ce que tu as dépensé. Oui, parce qu'ils vont augmenter le malus, tu dois faire ça sans souvent faire tourner l'assurance, ou alors tu as une assurance qui est vraiment béton, ce qui n'était vraiment pas mon cas, parce que moi on m'a considéré comme étant jeune conducteur avec 10 ans de permis derrière moi, parce que c'est la première voiture que exactement pareil. J'ai fait ni plus ni moins que toutes les conneries qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, c'est que si j'étais là, j'achetais ma Clio d'occasion comme n'importe quel Français, toute pétée pendant plus d'un an. Et tu vois, et je tankais les machins, mais j'avais aucune envie de rouler en Clio d'occasion pour faire mes trajets longue distance, tu vois. Mais ouais, non, j'allais dire. Donc la conclusion, c'est que le leasing, c'est bien si vous êtes à peu près sûr de ne pas défoncer votre voiture. C'est ça. C'est pas pour moi. En fait, c'est bien si vous êtes sûr de ne pas défoncer votre voiture, que vous voulez un véhicule effectivement moderne. En plus, alors je reviens sur les assurances. En fait, le leasing évolue aussi avec le temps. Donc si vous avez connu le leasing il y a peut-être 5, 6 ans ou plus, il y a quand même des formules qui ont un petit peu changé. Notamment maintenant, tu as les assurances qui sont incluses. Et moi, ça m'a servi justement parce que j'étais considéré comme jeune conducteur et personne ne voulait m'assurer avec la Tesla. Alors que 10 ans de permis, tu vois, mais les mecs se disent oui, mais c'était pas voiture, donc ta race. Et en fait, en le prenant en leasing, c'est un truc un peu particulier, c'est que c'est une LDD, mais en fait, je pourrais quand même l'acheter à la fin si je veux. Je suis assuré comme si j'étais une société, ce qui veut dire que je n'ai pas de conducteur attitré. Donc, que ce soit moi qui conduise, toi, Marie, n'importe quoi, et tu te mets dans le mur, c'est assuré pareil. Ouais, c'est une voiture de société. Donc en fait, c'est comme une voiture. Oui, mais en fait, j'ai un contrat de véhicule de société, mais je ne suis pas une société. Et les mecs m'ont dit oui, oh, t'inquiète, on s'en fout. Ok. Et donc, ils m'assurent pour vraiment pas cher compte tenu des malus que j'ai. Genre, je dois payer un truc comme 80 balles, tu vois, d'assurance. Alors que d'autres me proposaient 300 balles. Demain, je prends ta voiture. Bon, j'ai le permis, admettons. Je prends ta voiture, je la cartonne. Alors, t'as pas le permis, donc ça va pas marcher. Si j'ai le permis. Si t'as le permis, ouais, tu prends ma caisse, tu cartonnes, je suis assuré comme si c'était moi qui conduisais. Tu cumules pas du bonus personnel alors? Si. C'est quoi cette histoire? Si, j'ai demandé et ils m'ont dit si, ça comptera. Alors, si vous voulez, le numéro de son vendeur, le numéro c'est quoi ce glitch? Parce que je te dis, quand le mec, j'ai posé toutes ces questions, il m'a dit si, ça compte parce qu'en fait, la voiture est quand même assurée à mon nom. À mon avis, donc, tant que c'est assuré à mon nom, c'est bon. Faut relire le dos là, parce qu'à mon avis, c'est un peu. Alors, en l'occurrence, c'est pas le mec de chez Tesla qui fait ça. En fait, le Tesla travaille avec une société qui travaille de plus en plus avec plein d'autres sociétés. D'ailleurs, des sociétés chinoises là, qui arrivent et qui vont bosser avec eux aussi. Ça s'appelle LeasePlan. Et en fait, les mecs bossent avec c'est une grosse société. Pour assurer tous les youtubeurs de la Terre jeunes permis. Je savais pas que c'était possible. Tu vois, LeasePlan, vraiment, c'est un truc de pro et on fait passer en particulier là-bas. Et apparemment, aucun problème. Tous les youtubeurs sont dedans, j'imagine. Mais je pense que en fait, Tesla a dû. Je devais pas être le premier mec pour qui c'était peut-être soit la première caisse et du coup jeune conducteur et du coup un enfer assuré ou ce genre de choses. Et en fait, ils ont dû faire un deal avec cette boîte qui s'est dit mais attends, un véhicule qui a aussi peu d'accidents, évidemment qu'on l'assure. Let's go. Donc bien joué à eux. Bref, il y a aussi des inconvénients effectivement au leasing. Ce n'est pas du tout la solution la moins chère. J'espère que tu as bien fait relire ton contrat par un avocat ou un juriste. Bon bah frère, évidemment que non. En cas d'accident. Quand tu commences par évidemment, c'est oui. Les petites clauses, take off your clothes, toutes ces machins là. À mon avis, tu vas te retrouver tout nu. Écoute, très vite. On verra bien, mais j'ai pas prévu évidemment de l'éclater dans un mur. On va évidemment faire attention pour que ça n'arrive pas. Mais voilà, toujours est-il que évidemment il y a aussi des défauts au leasing, notamment si vous roulez beaucoup.
Parce que le leasing, en général, tu es limité en kilomètres en leasing, attention. C'est pas que tu es limité. Tu es censé annoncer combien tu fais en vrai. Voilà. Moi, j'aurais payé plus si j'avais dépassé le truc. En revanche, si tu fais moins de kilomètres, on ne te rend pas d'argent. Oui, c'est ça. Donc en fait, tu dis, alors le minimum c'est 10 000 km par an. Ça m'a beaucoup énervé. Bah oui, mes frères. Et c'est pas, ils sont pas là pour te sucer la queue, ils sont là pour faire du pognon. J'ai rendu la voiture avec moins de kilomètres et on m'a allumé. Oui, il aurait pu te dire, bon, ça enlève 2 jantes sur les 4. Toi, t'es concessionnaire, t'as pas le droit de parole. Il y avait moyen de gruger, mais toujours est-il que voilà, tu dois essayer d'estimer. Ce qui est pas facile parce que quand c'est ta première caisse, tu estimes et tu dois être comment au tu plus sais près combien de ce tu que vas t'as faire. estimé. Ouais, donc moi j'ai pris 15 000 par an et actuellement je suis à tout pile 15 000 par an. Alors je ne me restreins pas, mais j'ai le trick de dire si à la fin des 4 ans j'ai fait effectivement plus de c'est combien 60 000 km, je pourrais dire vas-y je m'arrête à 59 000, je fais de la moto. Et comme ça, je dépasse pas mon forfait. Et ça se trouve, ils faisaient du transport de personnes avec des voitures en leasing. Bah oui. Bah, je pense qu'il y a pas mal de taxis Uber ou quoi qui ont des bagnoles en leasing. En fait, quand on va utiliser une voiture que quand vous en avez vraiment besoin. Moi, j'ai 15 000 aussi, je l'ai eu en septembre, et là, je suis à 10 000 déjà. À cause de mon petit trip à Turin. Ça fait un peu mal. Mais bref, faites attention à l'assurance, faites attention au fait que les frais d'entretien doivent faire partie de votre contrat de leasing, et prévoyez, comme le dit effectivement Ken, moi, je suis parti du principe quand j'ai pris mon leasing que j'allais avoir 2500 € de réparation à la sortie. Si je les ai pas, je suis content. Si je les ai, c'était prévu dans mon budget et du coup, j'ai pas l'alarme qui coule. Je comprends. Il faut le prévoir. Alors que je me tourne à droite et on a l'alarme qui coule sous l'impair. C'est déjà la fin de cette émission. On vous laisse tout de suite avec l'équipe d'Allociné. Il y a un truc particulier aujourd'hui Pas que je sache. J'avoue que je suis pas sur le runner de l'émission, je ne sais pas. Eh ben, vous découvrirez par vous-même. Merci à tous d'avoir été si nombreux et d'avoir participé. On va sûrement reparler de Batman un petit peu. Oui, moi, je vous parlerai de la Batmobile peut-être bientôt. La semaine prochaine. On vous fait de gros bisous.